Bonsoir, bonsoir à tous, merci de votre présence. Faut-il arrêter de manger de la viande pour notre santé, pour l'environnement ou au nom du bien-être animal? C'est le thème de notre grand débat ce soir dans Question Directe. Le sujet déchaîne les passions, a enflammé l'Assemblée nationale aussi il y a quelques jours au moment de la fameuse loi alimentation. Alors faut-il repenser notre rapport à la viande, notre rapport aux animaux? Sommes-nous sous l'influence des lobbies? On en débattra ce soir sans tabou comme à chaque fois avec nos invités, des spécialistes, des médecins, des éleveurs. Et puis on vous emmènera aussi dans l'arrière-cuisine de la filière bovine, pas toujours très propre. Il y a beaucoup de peau, il n'y a pas de muscle, il n'y a pas de... Voilà quoi. Donc c'est sûr, quand c'est haché, ça passe mieux. Vous en mangeriez, vous, un plat préparé avec ça? Non. Moi, non, pas du tout. Et puis rencontre aussi tout à l'heure avec les ultras de l'anti-viande, les véganes, qui sont ces militants parfois violents qui attaquent boucheries, restaurants et même parfois des abattoirs, on les entendra. La première fois qu'on va sortir un cochon, la priorité c'est sauver la vie de cet animal. Donc nous, on rentre, on longe le mur, tous les autres font barrage là-devant là. Voilà pour ce court extrait. Alors faut-il les bâillonner ou au contraire les écouter? Y a-t-il encore un sens à tuer des millions d'animaux tous les jours pour se nourrir? On posera la question notamment à Véronique Langlais. Bonsoir. Vous êtes présidente du syndicat des bouchers de Paris. Pour vous, la viande, c'est la santé, dites-vous. Et il y a sur ce point débat, on l'évoquera évidemment ce soir. Perico Légas, critique culinaire, bienvenue à vous. Vous êtes bien connu évidemment des Français, vous incarnez la gastronomie française et vous fustigez les nouveaux militants anti-viande et leurs méthodes. Bruno Dufayet, bienvenue à vous. Vous êtes président de la Fédération nationale bovine. Vous êtes vous-même d'ailleurs éleveur, on en parlera tout à l'heure, et vous répondrez notamment à ceux qui dénoncent les magouilles de votre filière et la maltraitance animale. Brigitte Danchin, vous êtes médecin nutritionniste. Bonsoir, bienvenue à vous madame. Vous nous aiderez aussi à démêler le vrai du faux et bien sur les bienfaits, les méfaits du steak et du poulet. Et puis Émeric Caron, bienvenue Émeric. Chacun vous connaît, vous êtes journaliste et écrivain, vous militez pour une société 100% végétarienne. Vous êtes aujourd'hui, on peut dire ça comme ça, l'un des visages du phénomène vegan, végétalienne, et vous êtes l'un des visages du phénomène vegan que vous assumez? J'assume de militer effectivement pour une société végane. Ouais. Bien, Brice Teinturier nous rejoindra aussi tout à l'heure pour le résultat de notre sondage Ipsos Soprasteria sur le rapport des Français avec la viande. Et puis n'hésitez pas, comme à chaque fois, à réagir et à poser vos questions si vous le souhaitez avec le hashtag sur les réseaux sociaux Questions Directes. Voilà, première question peut-être avec vous, Perico Légas. La viande est-elle dangereuse pour la santé? C'est un message qu'on entend régulièrement. Je crois qu'il y a eu un rapport de l'OMS publié en 2015 qui dit que la viande, ou en tout cas l'excès de viande, favoriserait le cancer. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est aussi bête que de demander si l'eau noie ou si la voiture tue. Ça commence bien. Ah non, c'est l'usage qu'on fait des choses qui est dangereuse. Oui, mais ça n'a pas toujours été la psychologie qu'on a entendue. La bonne viande consommée raisonnablement est l'aliment le plus sain du monde. Il est constitutif de l'humanité. Et les gens qui ne mangent pas du tout de viande sont souvent plus malades que ceux qui en mangent raisonnablement. Émeric Caron. C'est entièrement faux. En tout cas, la dernière partie de l'assertion, je vais être d'accord avec Perico lorsqu'il dit que si on mange très modérément de la viande de très bonne qualité, effectivement, il n'y aura pas de danger pour la santé. Je ne vais pas vous dire le contraire. En revanche, ce qui est vrai, ce qui est prouvé, c'est que la viande industrielle, notamment, mais pas que, la viande rouge également, tout un tas de viandes consommées trop fréquemment sont mauvaises pour la santé. Des études nous le disent. Ces viandes-là favorisent, par exemple, les cancers ou les maladies cardiovasculaires. Tout ça, c'est vrai. En revanche, le diabète aussi. Diabète également, bien évidemment. Donc là, on va pouvoir en discuter. En revanche, affirmer que ceux qui n'en mangent pas seront en moins bonne santé, c'est entièrement faux. C'est-à-dire que les études nous disent même le contraire. Les études. Quelles études? Par exemple, vous avez. Alors, il y en a plein. Alors, il y a par exemple un journaliste explorateur qui s'appelle Dan Bettner, qui, il y a quelques années, pour le National Geographic, a été identifié dans le monde les zones où on vivait le plus longtemps. Il les a appelées ça des zones bleues. Il en a identifié 5 ou 6, une au Costa Rica, une en Sardaigne, une en Californie, une au Japon, etc. Et ce sont les endroits dans le monde où on vit le plus vieux, où il y a le plus de centenaires. Et il s'est rendu compte que, hormis quelques pratiques culturelles, comme le fait que ce sont des gens qui vivent en société, ce qui favorise la longévité, etc., et avec un lien social très fort, il s'est aussi rendu compte qu'il y avait quelque chose dans le régime alimentaire, ce sont des gens qui tous avaient en commun de ne pas manger de viande. Après, vous en avez d'autres également. L'étude de Campbell, par exemple, 20 ans d'études. Il y a des exemples contraires. Alors, oui, j'imagine. Voilà. 20 ans d'études sur les régimes sans viande. Voilà. Alors, Émeric, on va peut-être demander l'avis de Brigitte Danchin, dont c'est le métier, vous êtes médecin nutritionniste. Est-ce que la viande est dangereuse pour la santé? Et si oui, à partir de quelle quantité? La viande n'est pas dangereuse pour la santé. Les études
épidémiologiques, toutes celles que j'ai pu revoir avant l'émission. Mais quand l'OMS sont dit en très 2015, discordantes. l'excès de C'est-à-dire- viande favorise des Moi, si je peux cancers. intervenir Non, là-dessus, c'est ça complètement m'intéresserait. discordant. C'est-à-dire, c'est des grandes études épidémiologiques avec des populations qui sont très différentes, d'âges différents, vraiment. Les populations ne sont pas les mêmes et on ne peut pas tirer de conclusions absolument comme ça, dire oui ou non. Mais la bonne On quantité de reste viande à encore- manger par semaine, c'est combien? Par semaine, c'est 500 grammes. Voilà, exactement. C'est la recommandation de la Haute Absolument. Autorité de Santé publique, c'est ça? Absolument, et internationale. De l'OMS, au niveau hein. de tout le monde. Véronique Voilà. Langlais. D'ailleurs, quand vous parlez de cette fameuse étude, moi, ça me fait doucement ricaner. À l'OMS, En fait- c'est sérieux. Oui, mais L'Organisation justement, mondiale de il la faut santé. quand Pas ça, même- l'OMS. Il faut quand même aller, non, justement, Elle dit il pas faut quand même ça. aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que cette étude, elle a été portée sur quand même 2 décennies aux États-Unis. Elle a été mise en application sur des médecins, des infirmières qui consommaient beaucoup de viande. Je suis d'accord, sauf que c'était des produits transformés, des produits issus de la grande distribution et de l'industrie, et que les Américains ne consomment pas les mêmes quantités de viande que nous. Donc Vous ça ne dépend de la consommez viande pas la que même l'on viande. consomme. C'est ça ce que vous Oui, dites? c'est pas la Et même pas viande. de la Le même type de façon, viande. parce que- Non, mais Et- c'est pas le type de viande, et c'est la des consommation- additifs. Alors attendez. Et le mode Mais- de cuisson et le mode de Alors, préparation. juste La pour, viande- terminer sur Oui. ce point, êtes-vous d'accord pour dire que oui, il faut manger de la viande avec modération? Il faut Il tout faut manger de avec tout modération. manger avec modération. Voilà. Et oui. Tout Bruno Dufayet, peut-être Tout sur ce point. Alors, je suis peut-être pas le mieux placé pour le dire. Vous mais, êtes représentant oui, de la c'est- filière par bovine. contre, oui, manger de façon modérée, de façon. Enfin, Mais de voilà, tout. c'est ce qu'a dit Madame. manger De c'est tout manger au 100 bon grammes de moment, viande dans par les jour, bonnes proportions. Voilà, ça dans va les être la bonnes même chose. proportions. Bien. Manger de la viande, c'est quand aussi c'est manger de la bonne viande. Je partage ce qui vient d'être dit. Voilà, il y a aussi des choses comme ça qui sont très De la importantes. viande. Alors justement, avant de rentrer dans le vif des débats, on parlera tout à l'heure aussi de la maltraitance ou du bien-être animal, c'est selon. Je voudrais qu'on s'intéresse à la qualité de la viande, c'est ce que vous évoquiez, Madame. Bonsoir Pierre Hinard, merci d'être là. Avec vous, on va plonger dans l'envers du décor, dans les arrière-cuisines, je disais tout à l'heure, d'un certain nombre d'abattoirs qui ont des pratiques qui posent question, des pratiques qui peuvent choquer et qui ont des conséquences justement sur la qualité de la viande. Vous en avez fait un livre qui s'appelle Omerta sur la viande, un témoin parle. C'est aux éditions Grasset et le témoin, évidemment, c'est vous. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité prendre la parole et avoir ce rôle de lanceur d'alerte? Parce que ça vous a coûté votre place. Vous ne travaillez plus aujourd'hui dans cet abattoir. Oui, ça m'a coûté cher parce qu'en 1 heure, j'ai été viré. J'étais donc le directeur qualité de l'abattoir. Donc c'est vous qui êtes le garant de la bonne qualité de Oui, la oui. viande qui sort de l'abattoir. Oui, c'est donc un abattoir dans l'Ouest, Cassel Viande. J'étais donc le responsable qualité, directeur qualité du site. Donc ma mission, c'est d'être le gendarme de l'entreprise, à savoir faire respecter les règles sanitaires, la loi sanitaire et les cahiers des charges des clients. Les clients, c'est qui? La grande Ben, distribution, les grandes marques? c'est tous les plus grands noms. C'est Auchan, c'est McDo, c'est Flunch, c'est William Sorin, c'est Donc- le Stucru. Donc les vaches, les bêtes arrivent vivantes et ressortent en steak. C'est comme Voilà. ça que ça se passe. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Est-ce que vous Alors, frais ou surgelés, voilà, en très grande quantité. Et je me suis aperçu que, notamment dans les restaurants Flunch, on avait eu beaucoup de réclamations. De quel ordre? Eh bien, ça faisait quelques années que ça durait, qu'il y avait des réclamations tous les mois de restaurants qui se plaignaient qu'il y avait des viandes avec odeur nauséabonde, Ah oui. des points verts qui étaient impropres à la consommation et qui nous demandaient de les changer ou de la rembourser. Vous avez tiqué, vous vous êtes rendu compte Bah que oui, c'est-à-dire un que dysfonctionnement. bah oui, parce que ça se répétait. Donc à un moment donné, vous dites. Et puis il y a eu fameuse année en 2007 où là c'était plus quelques réclamations par mois, mais c'était des dizaines par jour. Et ça a fini par 40 restaurants où on a eu des intoxications, on a eu des demandes qui ne cessaient pas, justement, avec toujours les mêmes problèmes. Oui. Et en remontant donc la filière et puis la pratique dans l'abattoir, eh bien, j'ai découvert qu'ils pratiquaient la remballe. C'est quoi la remballe? La remballe, c'est vous faites d'une viande qui est devenue HS, c'est-à-dire en fin de vie. Qui n'est pas propre à la consommation normalement, on est d'accord. Eh bien, c'est-à-dire que la date limite de consommation était dépassée. Et quand vous voyez la viande, ça vous engage absolument pas à la consommer. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a une odeur, il y a une couleur, c'est verdâtre,
Et ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, il parait les muscles et il recoupait. Et après, ça partait donc chez un deuxième destinataire. Donc là, c'était les restaurants Flunch qui servaient d'écoulement à des retours qui venaient de chez Auchan. On cache la misère pour quand même vendre la viande à ses clients. Et bien sûr, et derrière, il y a du business. C'est-à-dire que là, moi, quand j'étais viré, moi, je pensais au départ que, par exemple, Flunch, ils étaient victimes de l'industriel Castelviande, peu scrupuleux. Oui. Mais finalement, j'ai découvert qu'ils étaient complices, qu'ils savaient, que ça faisait des années que ça durait, que la précédente responsable qualité, elle avait le même problème, et que moi, face à ça, je me suis dit, c'est pas possible. Oui. Donc, j'ai fait revenir ces palettes-là, parce que je dis, c'est impossible. Parce que oui, c'est ça, en fait, vous vous êtes rendu compte, en votre qualité de responsable qualité, c'est vous qui êtes responsable, évidemment, de la qualité de la viande qui est livrée aux clients, et vous dites, il y avait des viandes que je refusais, que j'écartais de la chaîne parce que j'estimais, vous l'avez dit, qu'elles étaient impropres à la consommation, et puis vous les revoyez passer, ces viandes-là. Elles réapparaissaient, c'est-à-dire que les lots là, que j'avais fait revenir des restaurants, parce que il y en avait plein en stock, et à un moment donné, j'étais allé voir la direction en disant c'est plus possible, il faut rapatrier. Donc on avait fait revenir, et presque un an après, parce que c'était c'était oublié. Eh bien, ils avaient ressorti le stock qui était congelé, ils l'avaient décongelé, remis sur les tables de travail dans l'atelier de piéçage, et puis une fausse date de production, une fausse traçabilité, oui. Un carton bien neuf, une nouvelle étiquette, et hop, ça repart. Donc clairement de la magouille. Alors précisons que ça touche un restaurant de la marque que vous avez évoqué, on peut continuer à aller... Non, là c'était 40, mais dans les intoxications... 40 restaurants. Voilà. Mais dans les intoxications, on avait quand même 4 restaurants différents. Bon, mais tous les restaurants ne sont pas concernés, c'est important de le dire à nos téléspectateurs. Perico, les gars, peut-être une réaction. On est au cœur du débat. On est au cœur du débat. La mainmise par les marchés financiers de la consommation alimentaire conduit à la malbouffe. C'est l'exemple qu'on a là. Ça ne remet absolument pas en cause la qualité de nos élevages, la qualité de notre viande, la rigueur de nos bouchers. Mais ça pose question quand même sur la qualité de la viande qu'on mange dans nos supermarchés ou dans les restaurants que monsieur On évoque. est en train de financiariser la consommation, pas seulement alimentaire, tout. C'est-à-dire nous devenons des consommateurs qui sont amenés à payer, à consommer des produits industriels. Mais pardon, moins c'est cher, plus on bouffe de la merde, pour parler tout à fait franchement. C'est-à-dire, voilà, plus on surproduit, plus la surconsommation appelle la surproduction, plus la qualité s'effondre, puisque la grande distribution, qui est à l'origine du drame, impose des prix de production tellement bas que les producteurs sont contraints de faire de la saloperie. Mais il n'y a pas la responsabilité de l'abattoir quand même, qui, comme le dit monsieur, aurait dû écarter les carcasses et les bêtes. De 114, c'est quoi? Les cadences sont tellement épouvantables, avec des prix de revient tellement atroces, que l'abattoir, qui était autrefois un endroit où on tuait un animal avec un certain protocole, est devenu une usine à tuer. C'est devenu un monde de la barbarie. Pourquoi? Parce que la financiarisation de l'alimentation conduit tous les processus de production à se comporter de cette façon. Pourquoi vous avez décidé à briser l'omerta, Pierre? Simplement, moi je suis père de famille. Est-ce que vous avez bossé quoi, 5-6 ans dans cet abattoir? Oui, j'ai même été en première partie partenaire d'eux, et ensuite il m'a recruté comme le directeur qualité parce que la responsable qualité était partie. Maintenant je sais mieux pourquoi, mais ça à l'époque on ne me l'avait pas présenté. Et donc, moi, quand vous êtes père de famille, je suis issu, moi, d'une famille d'éleveurs en bio, c'est-à-dire des pionniers de la qualité. Oui. Et qui le faisaient avant que l'agriculture biologique ne soit reconnue. C'est-à-dire qu'ils faisaient le meilleur et ils vendaient ça au prix du conventionnel. Parce que mes parents se disaient, eux, on ne peut pas vendre aux autres ce qu'on ne veut pas consommer soi-même. Donc le niveau d'exigence morale était très haut. Moi, j'ai grandi avec cette exigence morale-là. Donc, quand j'ai vu ces pratiques-là, où derrière, vous envoyez ça sur des restaurants où il y a des enfants. McDo, il y a des enfants. Flunch, il y a des enfants. Donc, vous vous dites, mais attendez, je peux déclencher une intoxication avec une infection des reins. Donc, après, l'enfant... Oui, on entendra justement tout à l'heure le père d'une jeune victime qui a été... Ça peut monter jusqu'au cerveau. Oui. Après... donc on peut aller vers des handicaps, mais aussi des morts. Alors, on en parlera tout à l'heure. À un moment donné, moi j'ai dit,
C'est pas possible. On a aussi ce soir le père d'une jeune victime qui a été intoxiquée par cette bactérie E. coli. Bruno Dufayet, peut-être une réaction. Vous êtes ici le représentant de la filière bovine. Est-ce que oui, vous dites de façon tout à fait transparente et sans langue de bois, il y a des voyous qui perdent de vue la sécurité sanitaire pour le profit? Là, manifestement, oui. Et puis, mais c'est un cas isolé ou c'est une pratique malheureusement courante? Encore heureusement, ça reste un cas isolé. Mais par contre, oui, la filière viande, malheureusement, comme tout secteur d'économie, on a des gens qui essaient de transgresser les lois, qui essaient de magouiller, comme vous dites, qui essaient de frauder. Et là, on est sur une fraude caractéristique. C'est plus que condamnable. Et quand on est éleveur, d'entendre aussi des pratiques comme ça, moi, je suis à la fois éleveur, mais je suis aussi consommateur, citoyen. Et bien évidemment, parce que les chiffres sont quand même alarmants. On a appelé le ministère de la Santé qui nous les a confirmés. En 5 ans, 9 fermetures d'abattoirs ont été prononcées pour des raisons sanitaires. 18 suspensions temporaires de licence, c'est-à-dire des fermetures temporaires, suite à des dysfonctionnements sur à peu près 300 ou 320 abattoirs en France. Ça fait quand même pas mal. Et ça veut dire aussi qu'on a un suivi qui est très sérieux, de qualité, parce que ça veut dire, aujourd'hui sûrement, peut-être parce que monsieur aussi a dénoncé ces pratiques-là, on a renforcé les contrôles, et c'est en renforçant les contrôles qu'on a aujourd'hui des suspensions, qu'on peut avoir des fermetures, et on doit les avoir quand justement il y a des pratiques aussi malhonnêtes, aussi frauduleuses que celles que monsieur vient de dénoncer. Ça fait partie des raisons qui vous ont poussé à arrêter la viande, et moi, Caron, la qualité de la viande qu'on trouve aujourd'hui dans nos assiettes? Non, pas du tout. Ça peut effectivement pousser... Mais c'est un élément qui milite il y a plusieurs pour le régime que vous avez adopté. Oui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut devenir végétarien ou végane, soit effectivement par souci de santé. On l'entend bien ce soir que la viande pose souvent des problèmes, je n'ai pas dit toujours, mais souvent, en tout cas dans le mode de production actuel. Ça peut être également pour le souci de l'environnement, puisque ça on va peut-être en parler. Oui. Mais la viande pose un vrai... Ça pose un énorme problème, notamment pour les émissions de gaz à effet de serre, mais pas seulement, pour la pollution des sols, pollution aux nitrates, etc., pollution des eaux souterraines, etc. Et puis pour des raisons éthiques et morales, énormément de personnes, et c'est mon cas par exemple, choisissent en effet d'arrêter de tuer des animaux pour les manger en considérant que nous n'avons pas à le faire, nous n'avons pas le droit de le faire. Oui. Alors Bruno Dufayet, vous parliez de la responsabilité des abattoirs, mais est-ce que, mais il n'y a quand même pas une responsabilité aussi des éleveurs et de la fédération d'accentuer le suivi, les contrôles dans ces abattoirs et de militer pour que ces contrôles soient plus importants? Moi j'ai été surpris de voir un rapport de la Cour des comptes qui dit qu'il faudrait 20% de contrôles en plus pour être efficace et que seuls 30% des contrôles sont suivis des faits. C'est-à-dire que dans 70% des cas, il ne se passe rien. Vous parlez de la viande? Des contrôles sanitaires dans les abattoirs. Sur la viande Sur la viande. Et ça sort d'où? Parce que j'ai jamais entendu parler rapport de la Cour des comptes. Rapport de la Cour des comptes qui dit encore récemment que pour être efficace, il faudrait 20% de contrôles en plus. Les contrôles ne sont pas suffisants. S'il les faut, si la Cour des comptes, si les services sanitaires le disent, et s'il les faut, il faut les mettre en place. Et c'était quand c'est 2015. Je le dis très clairement. Et quand vous parlez du rôle de l'éleveur, oui, le rôle moi en tant qu'éleveur, ma fédération, on milite justement à ce qu'il y ait le maximum de contrôle pour garantir une viande de qualité, pour garantir une viande sanitairement irréprochable. Nous, on essaie, dans nos exploitations, de les élever le mieux possible, de tendre vers cette qualité, comme le disait monsieur. Monsieur parlait de ses parents qui les élevaient dans des bonnes conditions. Il en parlait au passé, moi je vais en parler au présent. Je pense que je les élève... On parle au présent aussi, parce que je le fais aujourd'hui. Voilà. Mais les pratiques que vous dénoncez, ça existe aujourd'hui encore? Ça a toujours cours, la remise sur le marché de viande avariée? Malheureusement, oui, parce que depuis que j'ai témoigné et que j'étais lanceur d'alerte, j'ai été beaucoup contacté par des salariés qui sont encore en poste donc dans des grands groupes et qui me disaient mais écoutez, ce que vous vivez là, moi je l'ai vécu dans mon usine. Oui. Et c'est des groupes qui ont une très grande notoriété en France. Alors, il y a aussi la question, on en parlera dans quelques secondes, de la traçabilité. C'est aussi une question qui pose question et qui interpelle les Français sur leur rapport à la viande. On sait que le système reste encore aujourd'hui opaque avec les scandales qu'on a connus ces dernières années. Alors, comment être sûr de la provenance et de la qualité d'une viande? À Rungis, l'une de nos équipes s'est invitée chez un grossiste qui alimente bouchers et supermarchés. C'est avec Lucie Lémar. Ça dure quelques secondes, on se retrouve après. C'est une immense chambre froide. Passé le sas d'entrée, il ne fait jamais plus de 3 degrés dans le pavillon de la viande du marché de Rungis. Le paradis de la barbaque, généreusement étalé, de quoi se gaver à l'écœurement.
Chaque jour, plus de 850 tonnes de viande transitent ici, des 4 coins de France et d'Europe, vers nos assiettes. Un gigantesque balai de carcasses. Lui est un peu le chorégraphe de cette danse carnassière. Francis Fauchère, président des grossistes en viande de Rungis. Ça, c'est la première opération, donc c'est le déchargement. Donc là, il y a un contrôle visuel et numérique. Son entreprise reçoit près de 1000 carcasses chaque jour. Deuxième opération, on a toute l'identification. C'est-à-dire que le fournisseur nous a envoyé un bon de livraison dans lequel on a rentré toutes les informations, la catégorie, l'abattoir, enfin toute la traçabilité. Francis Fauchère affirme pouvoir retrouver les parcours de tous les steaks qui sortent d'ici. Toutes les étapes de production, mais aussi les données vétérinaires, sanitaires, bref, toute la vie de l'animal est fichée. Ça, c'est le passeport de l'animal. C'est-à-dire, c'est sa carte d'identité depuis le jour où il est né. Et seuls des animaux qui ont ce document-là pour rentrer à l'abattoir, il faut qu'il y ait ce document-là et qu'il soit à jour. Alors pour lui, il n'y a franchement pas de risque sanitaire, une confiance aveugle dans ce système de contrôle. C'est le seul produit alimentaire qui est contrôlé à 100%. Aucun animal ne peut quitter un abattoir sans avoir le cachet vétérinaire qui est ici. Vous voyez, voilà, avec le numéro qui est là, voilà. C'était fait par un veto, voilà. Il a contrôlé les critères avant la mort, il a contrôlé tout l'intérieur de l'animal, les viscères, le cœur, le foie, le poumon, tout, il a tout inspecté. C'est la visite médicale totale. Il a mis le cachet, ça veut dire bon à la consommation humaine, basta. Miser sur la sécurité, la qualité, à l'écouter, cela suffira pour rétablir la confiance et faire repartir toutes les ventes. Voilà, Perico Légas, il a raison ce monsieur, on peut être sûr à 100% de la provenance d'une viande, comme il l'affirme? On peut être sûr à 100% de la provenance d'une viande dans un processus qui a été respecté, où les pouvoirs publics ou les filières ont fait leur travail. Voilà. Il y a une vérité certes. Mais ça se passe pas toujours comme ça, pardon. Mais attendez, il y a toujours une dérive. Lorsqu'on mercantilise une filière, c'est le cas, on aura toujours des gens voyous, des gens malhonnêtes qui vont tricher et qui chercheront à tricher pour faire du profit facile. Oui. Ça ne remet pas en cause la qualité de la viande, la qualité de l'élevage et la consommation de la viande. Bon. Qui est aujourd'hui une réalité. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on mange trop de viande, ça c'est acquis et acté, et trop de mauvaise viande. Voilà. Donc il faut revenir à une consommation de viande inférieure, donc moins de viande, mais de meilleure qualité. Et il n'y a que des solutions. Alors, et on sera tous d'accord. Véronique Langlais. À un moment donné, on sera tous d'accord. Véronique Langlais, d'abord, est-ce que vous partagez cette analyse, s'il vous plaît? D'abord, est-ce que... Attendez, je pose ma question. Je vais jusqu'au bout de ma question, s'il vous plaît. D'abord, est-ce que vous partagez l'analyse de Perico Légas? Et comment fait-on aujourd'hui pour les gens qui continueront à manger de la viande après notre émission, pour manger de la viande de bonne qualité et pour être sûr de cette qualité? Qui viennent chez moi. Non, non, je plaisante. En fait, chez nous, artisans, parce que je prône quand même l'artisanat, on reçoit les carcasses entières et on détaille chez nous les steaks, les rôtis, enfin tout ce qui est fait, on épluche nous-mêmes, on désosse nous-mêmes. Oui. On a une vraie carcasse. Il faut aller chez le boucher du coin de la rue et il faut arrêter les supermarchés. Mais au niveau de la traçabilité, nous, on a un produit effectivement qui est tracé. Par exemple, aux États-Unis, on n'est pas dans le même process. Tous les animaux ne sont pas tracés. En France, on a quand même cette sécurité. Après, c'est vrai que quand on va en grande distrib, alors je ne veux pas taper sur mes collègues de la grande distrib et encore moins sur l'industrie, mais on n'est pas sur les mêmes choses puisque effectivement, c'est détaillé en abattoir et la traçabilité, il peut y avoir des ratés. Chez nous, ça ne peut pas se produire puisqu'on suit l'animal et souvent, nous, en tant qu'artisans, on va sur les sites, on va voir les éleveurs, on va voir les abattoirs. Alors, si je peux oui, je voulais poser la même question à Bruno Dufayet, mais peut-être aller un peu plus loin avec vous, parce que cette histoire de traçabilité, c'est aussi ça qui pose la question des scandales sanitaires qu'on a connus, et notamment des intoxications. E. coli, on va en parler avec monsieur, dont la fille a été intoxiquée. 160 cas d'intoxication d'enfants à la bactérie E. coli l'an dernier. C'est le chiffre le plus élevé en 20 ans. Comment on l'explique ça? C'est la faute aux éleveurs, c'est la faute aux grossistes, c'est la faute aux abattoirs? Votre réponse? Alors déjà, je vais revenir au sujet de la traçabilité, parce que vous avez parlé de la traçabilité. Moi, je suis éleveur. Je vais déjà vous décrire ma ferme. J'élève 50 salaires. Je l'élève au milieu dans mon département, au milieu de mes prairies. Et là, j'ai déjà un premier rôle, moi, c'est l'identification de mes animaux. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai un veau qui naît sur mon exploitation, je l'identifie. Je lui pose une boucle d'identification et il y a l'édition du fameux passeport. Et c'est ce passeport, justement. Ça commence chez moi, la traçabilité. Oui. Et c'est ce passeport qui, ensuite, va finir jusque chez le boucher, va finir dans le supermarché, peut finir dans le restaurant, justement, pour tracer l'animal et garantir
pour le coup, une origine de l'animal, et on peut remonter effectivement jusqu'à l'éleveur. Sur la question des intoxications. Sur la question des intoxications, moi éleveur, on essaie, c'est notre objectif, c'est de travailler, le but justement, c'est qu'il n'y ait aucun reproche sanitaire. C'est l'objectif. Ensuite, il y a tout un travail qui est fait, monsieur en parlait peut-être même mieux que moi, à l'abattoir, avec des contrôles vétérinaires. Ça a été dit, il y a des vétérinaires, ou ça a été dit dans le reportage, il y a des vétérinaires qui regardent l'animal vivant, il y a des vétérinaires qui regardent l'animal après l'abattage, on inspecte la carcasse, et voilà, donc il arrive qu'il y ait... Il manque beaucoup de vétérinaires. Oui, et ça n'est pas ce que raconte monsieur dans son expérience. De personnel pour faire c'est pas ce que raconte monsieur sur son expérience, sur son entreprise. Si, c'est une généralité. Non. Est-ce que monsieur pense que toutes les entreprises fonctionnent malheureusement? Alors, s'il vous plaît, Émeric. C'est une des questions. Non, mais je vais revenir sur la traçabilité. Bon, on dit la traçabilité, elle est certaine puisque chaque animal a un passeport et que ça suit tous les lots. Et donc, à partir d'un steak acheté en grande surface, vous pouvez dire, tiens, c'est cet animal-là qui est dans la barquette. C'est faux. Facile, je m'inscris en faux. C'est faux, archi faux. Il n'y a que les gens qui n'ont jamais travaillé dans un abattoir et qui ne connaissent pas le système de contrôle qui peuvent dire ça. Donc c'est un vrai sujet, la traçabilité. Non, c'est un vrai sujet. On va laisser aller jusqu'au bout. La carcasse, elle est tracée jusqu'à la fin. À la fin du raisonnement. Oui. La traçabilité avec le passeport de l'animal, ça c'est vrai sur les circuits courts. C'est-à-dire un boucher qui ne fait pas d'achat et de revente de viande en plus que sa carcasse entière. On est là d'accord. aussi, oui, bien sûr. Appeler un chat, il faut que ce soit une carcasse unique. Oui. Là, vous avez le passeport, vous avez la traçabilité réelle. Oui. En circuit court, un agriculteur comme vous, comme moi, si vous faites de la vente directe, effectivement, une traçabilité certaine, totale. Oui. Dès lors où ça passe par un abattoir industriel, il rentre dans un lot, une centaine de vaches. Dans ce lot-là, ensuite, les arrières partir dans différents lots de découpe. Oui. Et à partir de plusieurs lots de découpe, ils vont faire des lots de minerais pour le hacher. Donc, vous pouvez avoir 500, 1000 animaux dans une production de haché. Donc, quand vous dites ce steak-là, je peux dire de quel animal il est, c'est faux. Bon, et ça pose la question, pardon, mais monsieur, ça pose la question aussi de l'inégalité, s'il vous plaît. Ça pose la question. Il faut dire, le lot est identifié, et ensuite, à partir du numéro du lot, vous pouvez remonter au numéro des passeports. Voilà, vous savez qu'il y a 1000 ou 2000 animaux. Et vous allez retrouver les 1000 passeports. S'il vous plaît, si tout le monde parle en même temps, on ne va pas s'entendre. Hop. Si tout le monde parle en même temps, on ne va pas s'entendre. Ça pose aussi la question... mais de l'inégalité face à la viande, quand on a des moyens, on va chez le boucher et on achète un steak de bonne qualité mais qui coûte beaucoup plus cher. Et quand on n'a pas les moyens, eh bien on se tourne vers la grande distribution et on n'est pas sûr de ce qu'on mange. Émeric Caron. Oui, c'est le gros problème en fait du raisonnement qui se comprend parfaitement de Perico ou de beaucoup de gens qui défendent aujourd'hui un modèle de la viande en fait qui se passerait de l'industriel. Vous savez d'ailleurs que 86% des Français sont opposés aujourd'hui aux élevages industriels. Donc ce serait simplement une mesure démocratique que le gouvernement s'empare de cette préoccupation pour la mettre concrètement en place. Mais au-delà de ça, si le problème, c'est-à-dire si on pousse le raisonnement loin, on constate que le problème, ça devient un système antidémocratique que vous prenez. Car la raison d'existence de l'industriel, c'est justement de permettre à tout le monde, au plus grand nombre, d'avoir accès à un produit. Donc on est obligé de le fabriquer, parce qu'on fabrique des steaks, de le fabriquer en masse, ce produit. Donc, c'est gênant, mais c'est comme ça. L'industrialisation des choses, c'est une manière de faire de la démocratie. Il se trouve qu'aujourd'hui... Pardon, excusez-moi, je faut qu'il parle. Merci. Il est en train de parler. Depuis des années que Perico encourage à ce qu'on passe la parole. Eh bien, c'est bien. Je salue cet geste fort. Alors, terminez, parce que je voudrais qu'on donne la parole à monsieur. Voilà, aujourd'hui, vous savez, on est un petit peu plus de 7 milliards sur Terre. On sera, en 2100, on sera à peu près 10 milliards, 11 milliards, 12 milliards. La consommation de viande, déjà, si on continue comme aujourd'hui, avec le fait que de plus en plus de populations en fait, s'enrichissent, il y a des classes sociales qui augmentent dans un certain nombre de pays émergents, eh bien, la consommation de viande devrait, en principe, doubler d'ici 2050. Or, ce que nous explique Perico et d'autres aujourd'hui, c'est au contraire, il faudrait diminuer la consommation de viande, il faudrait qu'on en mange moins, il faudrait donc que des populations n'y aient pas accès, etc. Ça veut donc dire qu'on va se retrouver avec effectivement des productions, imaginons que l'industriel disparaisse, avec des petits élevages, etc., où la viande sera effectivement produite, on va dire, convenablement. Alors, l'animal sera tué quand même, on en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas, on va dire qu'il est en bonne santé, on ne met pas trop d'antibiotiques, etc., etc. Certes, sauf que la viande va coûter très cher et surtout ne pourra pas alimenter toute la planète. Donc ça va devenir un produit de luxe. Donc ça veut dire qu'on veut un système. Ça va redevenir un produit de luxe. Ça va redevenir un produit de luxe. J'ai la solution pour Émeric Caron. Perico, mais vraiment court. À ce moment-là, on aura un système alimentaire à plusieurs vitesses. L'équation du 18-6-3. J'ai 18 € de budget pour acheter de la viande. Au lieu de faire comme autrefois, 6 fois
un morceau de viande à 3 € dégueulasse qui vient de On a pays de compris. l'Est, mal abattu. Mais même ça ne marchera je pas. fais 3 fois 6 Ça ne €. marchera pas par Et rapport. s'il faut que 2 ça ne fois, marchera pas. je mangerai. Il y a encore moins la Émeric, moitié. Émeric, il y a encore chacun la son moitié tour. de l'humanité qui Émeric. ne Je mange pas n'en de viande. mangerai plus, Émeric. Eric, qu'une fois par Vous allez mois. m'obliger à me lever, là. Je n'en Émeric. mangerai Une plus fois que par 2 mois. fois par an, mais je Une fois par continuerai mois. à manger de la viande. Et alors, de la bonne attendez, viande Perico, si je peux me française. permettre, si Bien. jamais c'est Je une fois par n'arrêterai Pas tous en mois, même temps, Voilà, messieurs, je s'il vous plaît. n'arrêterai pas manger de la viande, je D'accord. la mangerai justement, une et fois par mois, proprement, une et fois par an. loyalement. Alors, Si on c'est a- une fois par on a mois, une fois Émeric, par an, pardon, Perico. ça sert à quoi? Il y a certains Émeric, produits Comme qu'on mange Perico. comme plaisir. ça. S'il vous Ça plaît. m'adore, Il y a un S'il vous petit plaît. paradoxe parce que vous venez d'expliquer, Perico, en début d'émission, Oui. qu'on avait absolument besoin de viande pour être en bonne santé. C'est ce que vous venez de m'expliquer en début Oui, d'émission. oui. Et vous venez de dire à l'instant qu'on pourrait imaginer un système où on en mangerait une seule fois par mois Mais ou par oui, an. bien. Si on n'a Vous pas voyez le qu'il y a choix. quelque chose qui me Ben, On on peut n'a pas continuer le choix. l'émission, on n'a je pas peux le continuer choix. l'émission. On en Perico, mangera quand même. je voudrais qu'on continue l'émission. l'élevage à sa Ah bah, place. si vous vous y mettez, on va pas y arriver. hein. Sauf que l'élevage à sa place, Je peux m'y mettre aussi. hein, c'est non utile pour la fertilité des Bien. sols. Ah, mais Vous oui. allez l'oublier. Top, J'avais oublié. top, Si- top, si top. vous On y voulez viendra top, après. top, top. Non, mais on J'avais y oublié, on viendra a besoin de la après. bouffe. Perico, Voilà. Écrit dans ta s'il vous veste, plaît, c'est s'il bête. vous plaît, s'il vous On y plaît, viendra respectez-vous après. les uns les autres. Sinon, le téléspectateur et les téléspectatrices ne s'y retrouvent pas et n'arrivent pas à entendre les arguments des uns et des autres. Un peu de discipline dans ce débat. Merci. Bonsoir, Jérôme Simplot. Merci d'être là et d'avoir patienté dans ces échanges passionnés. Vous nous avez rejoints car j'évoquais tout à l'heure les scandales sanitaires et votre fille a été effectivement atteinte de ce syndrome et de cette bactérie E. coli, capucine, 12 ans. C'était il y a quelques années maintenant. Peut-être un mot de son état de santé aujourd'hui. Comment va-t-elle et a-t-elle toujours des séquelles de ce qu'elle a subi? Oui, elle va bien en apparence, mais elle a toujours des suivis réguliers à l'hôpital. On y va pour l'instant une fois par an, ça dépend des bilans. Suivant le résultat des bilans, on y va tous les 6 mois ou tous les ans. Elle a 2 ans quand elle... Elle avait 2 ans quand elle a eu sa maladie. Donc c'était suite, on suppose, à un steak haché, puisqu'il n'a jamais été analysé. Mais pardon, cette maladie, elle se traduit par quels symptômes? Alors elle se traduit par comme une gastro-entérite, donc mal au ventre, de la diarrhée. Et on est allé chez le médecin nous a dit c'est une gastro avec les médicaments que l'on donne, habituels. Et puis quelques jours après, ça n'allait toujours pas, elle était assez amorphe. Là, elle a commencé à avoir des diarrhées sanglantes. J'ai appelé les urgences m'ont dit « c'est pas grave, ça arrive régulièrement ». Et sur la fin de la semaine, on la voyait vraiment de moins en moins bien. Et là, on est allé aux urgences. Et heureusement, à Belfort, on est tombé sur une médecin roumaine qui, au départ, pensait que c'était toujours une gastro-déshydratation. Elle a été sous perfusion une nuit. Et le lendemain, ils se sont rendus compte que dans ses couches, il n'y avait pas d'urine. Donc c'est ça qui leur a fait penser pas d'urine, problème dans les reins. Alors, question simple pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent peut-être pas les dangers de cette intoxication. Pourquoi est-elle si dangereuse, cette bactérie E. coli? Elle est dangereuse puisqu'elle s'attaque et aux reins et aussi au sang. Donc elle détruit les globules rouges et elle détruit les reins. Donc pour remédier à ça, c'est transfusion sanguine. Il faut nettoyer le sang? Voilà. Dialyse? Dialyse. Donc là, comme elle avait 3 ans, on ne peut pas dialyser par les veines, donc c'est par le péritoine. Donc des machines qui lui nettoyaient, qui lui envoyaient du liquide dans le ventre, le nettoyer et ensuite évacuer les déchets. L'enfer. L'enfer, oui. Quelle est l'origine de la maladie? Comment vous avez fait le lien entre ces symptômes, cette intoxication et ce qu'elle avait mangé dans les jours ou peut-être les semaines qui ont précédé les premiers symptômes? Quand on est arrivé à Besançon, le médecin nous a reçus et nous a tout de suite dit qu'il y avait des risques qu'elle ne s'en sorte pas déjà. Et ils font tout de suite une enquête en demandant qu'est-ce que l'on a mangé les jours précédents. Donc ça s'est porté sur le steak haché. Je précise, steak haché bio. Steak haché bio. Qui venait d'où? Oui, c'est ça la question. Alors, on va arrêter de dire les marques ce soir. Non, mais c'était de l'industrie ou si c'était de l'artisanat? Voilà, c'est tout. On va gagner du temps. Grande distribution. Grande distribution, mais donc, surgelé. L'ironie de l'histoire et le comble, c'est que vous achetez du bio justement pour être sûr de la qualité et que c'est ce steak qui la contamine avec cette bactérie. Alors, on se rend compte quand on analyse que bio, s'il vous plaît. Que bio ne veut rien dire finalement, puisque le problème vient à la découpe de l'animal. Donc c'est à l'abattoir. Voilà. Donc à l'abattoir, un travail sûrement mal fait, un manque d'hygiène et contamination de la viande. Et ensuite, comme la bactérie est mélangée dans un steak haché, contrairement à un steak classique, où là on le cuit, on le retourne, dans un steak haché, la bactérie est présente partout, donc il faut le cuire à cœur. Vous étiez un gros mangeur de viande avant? Non, pas spécialement. Et aujourd'hui? Est-ce que ça a changé votre régime alimentaire?
on mange moins de viande, on mange plus de bœuf, mais surtout plus de steak haché. Plus de steak haché. Bonne décision. Bien. Mais là, pour moi, le problème, c'est plutôt la prévention. Puisque c'est bien beau de soigner nos enfants, c'est très bien. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, 140 personnes en 2017, ça fait plus de 2300 personnes depuis 1996, des enfants qui n'ont rien demandé. Je pense à la petite Abby qui a été greffée des reins, un petit Bastoun qui est mort, parce qu'il y a des morts. Mais il n'y a pas assez de morts pour, malheureusement, dans cette maladie, 2 morts, 3 morts par an, c'est pas beaucoup, statistiquement. Donc, on s'en fiche. Moi, je trouve que les pouvoirs publics s'en fichent. Et j'aimerais de la prévention. Donc la prévention. Bon, eh bien, le message est passé ce soir. Merci infiniment d'avoir partagé avec nous ce soir ce témoignage important qui nous montre aussi qu'il n'y a pas de filière propre, y compris dans le bio, Perico Légas. Alors, l'Escherichia coli, qui est une bactérie qui vient des déjections animales, se retrouve dans les fromages industriels, au lait pasteurisé, se retrouve dans certains légumes. C'est l'industrialisation de l'alimentation qui fait qu'à un moment donné, la chaîne ne fonctionne pas. On va à la va-vite, c'est le cas de dire. Là, il y a une négligence au niveau de l'abattoir. Ça ne remet toujours pas en cause la qualité de nos viandes, de nos éleveurs. Et là. Par contre, et ça veut dire que le bio n'est pas un gage d'une viande sans bactéries, parfaitement propre. C'est les conditions d'abattage. Excusez-moi, je peux C'est la terminer. manipulation. Ça veut dire que l'étiquette bio dans la main des voyous, il y en aura toujours, n'est plus bio et c'était une infamie. C'est tout. À partir du moment où on industrialise pour des raisons financières la chaîne alimentaire, nous aurons toujours des accidents. Il y a eu des états généraux. Alors, vous n'avez pas commencé à parler en même temps. Il y a eu des états généraux d'alimentation. Les abattoirs, ça ne se passe bien nulle part. S'il vous plaît. Quand bien même, pardon, non, mais c'est important pour rebondir sur ce que dit Perico et ce qui vient d'être dit à côté. Quand bien même la bête est bien élevée dans des bonnes conditions, etc., elle va quand même dans un abattoir où ça va mal se passer. Ça ne se passe Nous pas sommes bien. tous vivants. On a tous mangé de la viande. On est tous Alors, vivants pour l'instant. D'abord, ça se passe mal pour la bête parce qu'elle meurt, mais au-delà de ça, voilà, les conditions sanitaires ne peuvent pas, dans le système actuel, être respectées dans les abattoirs tels qu'ils sont aujourd'hui, même dans ceux qui prétendent faire de l'abattage de Mais qualité. c'est possible, c'est évident. Alors, Brigitte Danchin, je voudrais votre avis de nutritionniste aussi, parce qu'en préparant cette émission, monsieur a fait manger un steak à sa fille de 2 ans, et il y a quelque chose qu'on ne dit pas, et qui est une précaution, visiblement, qu'on doit prendre avant 6 ans. Les enfants ne sont pas censés manger de viande. Est-ce que c'est vrai Non, à partir de 2 ans, là, il était... Le steak haché n'est pas à éviter pour les enfants en dessous de 5-6 ans? À toute petite dose, on commence la diversification. Moi, je voulais ajouter quand même que le médecin qui nous a reçus nous a dit « Mais vous ne saviez pas qu'on ne mange pas de steak haché avant 6 ans, qu'on ne donne pas de steak haché avant 6 ans à un enfant ?» Première nouvelle. Pourtant, on leur trouve... Pour quelle raison vous a-t-il dit ça? À cause de la bactérie Escherichia coli. Peut-être industriel. Dans le surgelé industriel à grande échelle, oui, bien sûr. Ça n'est pas la viande française que l'on a dans les boucheries. Le problème de l'Escherichia coli, c'est parce que moi qui ai été témoin en entreprise et donc en usine à viande, le problème là du colis, nous on a eu la suspicion au E. coli au 157H7 et c'était sur la marque Auchan, des steaks Auchan. Et effectivement, le souci c'était que dans la chaîne en amont, et on rejoint Perico Légas, c'est-à-dire que l'industriel, pour ne pas perdre au niveau économique, eh bien, il y a des animaux qui avaient été souillés sur la chaîne d'abattage, qui étaient réintégrés après. C'est-à-dire, moi, en tant que gendarme de l'entreprise, il y avait des verrous informatiques qui empêchaient que ces animaux-là puissent finir ou hacher. C'est ce qui s'est arrivé chez vous, là. C'est exactement cette histoire-là. Et en fin de compte, ces animaux souillés-là, qui doivent être écartés par l'inspection vétérinaire, se retrouvent finalement par un verrou informatique qu'on arrive à violer. Ils réintègrent la chaîne normale et en fin de compte, ce que moi j'ai dénoncé, que j'ai découvert, ils étaient réintégrés dans la production de hachés. Voilà. Alors, donc des parents après consomment des hachés sans savoir. Bien. Mais ça, c'est le rôle de l'État. C'est-à-dire que on en revient du régulateur. Et c'est pour ça que ça nous amène aussi à la question des contrôles et à la question du lobby de la viande. Je voudrais vous entendre sur ce point, Bruno Dufayet, parce que dans les cantines, on a appris à l'occasion de la loi alimentation qui a donné lieu à des débats assez houleux à l'Assemblée nationale, on va en parler précisément dans quelques secondes, on a appris que 69% des enfants se voient aujourd'hui proposer de la viande ou du poisson tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on sert autant de viande aux enfants dans les écoles
alors qu'on sait que l'excès de viande, tout le monde l'a dit tout à l'heure en début d'émission, est dangereux ou en tout cas non souhaitable pour la santé des enfants. Avec certains... Alors déjà, je vais quand même rappeler une fois de plus que je suis éleveur. Vous me posez des questions sur des choses qui me dépassent, mais je vais quand même... Mais vous avez un avis sur la question. C'est pas lui qui a décidé. Vous m'avez demandé de venir parce que je suis éleveur. Et donc je vais... Il y a des recommandations, justement, pour les cantines scolaires. C'est 4 repas avec de la viande rouge sur 20. Donc après, moi, je sais que c'est ça la recommandation. C'est la consigne officielle. Et c'est la consigne officielle. Après, si vous me dites combien vous m'avez dit, je n'ai même plus retenu le chiffre. 69%. Et tous les jours. C'est ça vous avez dit pas que sur la viande rouge. 69% des enfants se voient proposer de la viande ou du poisson tous les jours. Du poisson tous les jours. Ah oui, non, ça dépend de la des bonne quantités. viande, il peut y avoir de la viande blanche, il peut y avoir de l'agneau, il peut y avoir du bœuf, il peut y avoir du poulet. On peut alterner. Ensuite, le poisson, il y a diverses variétés. Si c'est de la viande fraîche, bien abattue et bien élevée, il n'y a aucun problème. Brigitte Danchin. Oui, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que la viande, quand même, et le poisson et les œufs et tout ce qui est donc protéines animales, apportent des choses que les protéines végétales ne peuvent pas apporter. C'est entièrement faux. Mais attendez, je voudrais aller jusqu'au bout, parce qu'il y a eu un amendement qui a été déposé dans le projet de loi alimentation, on va rentrer dans le dur et dans le concret des propositions qui ont été faites, qui visait à proposer un menu végétarien de substitution pour les enfants. L'amendement a été rejeté. Pourquoi est-ce que cet amendement a été rejeté? Est-ce que c'est le poids des lobbies, le poids de la filière bovine? Évidemment. Mais bien sûr. Il y a en France, ça il faut quand même en avoir conscience, un poids des lobbies industriels, mais lobbies de l'agroalimentaire, de l'agriculture, de l'élevage extrêmement important, au-delà d'un poids culturel aussi, qui fait qu'en France, on est en retard par rapport notamment aux pays anglo-saxons, par rapport à toutes ces questions de bien-être animal, etc. Mais il est évident que, c'est vrai, il y a des recommandations officielles dans les textes de loi qui disent qu'il faut qu'il y ait de la viande dans les repas, du poisson, etc. Il faut qu'il y ait des protéines d'origine animale dans les repas. C'est une aberration aujourd'hui, puisque on a effectivement aujourd'hui des nutritionnistes en France. Ils sont très nombreux en France. Ils sont beaucoup moins nombreux dans les pays anglo-saxons notamment. Effectivement, à continuer à défendre cette vision qui est juste fausse. Ce que vous dites est faux, madame, je suis désolé de vous le dire. Prouvez-le. À savoir qu'on aurait absolument besoin de protéines d'origine animale pour être en bonne santé, c'est entièrement faux. Si vous prenez par exemple l'association des diététiciens américains, c'est-à-dire ce sont des dizaines de milliers de praticiens, de diététiciens des États-Unis et du Canada. Leur position officielle est extrêmement claire. Le régime végétarien et végétalien, les régimes végétariens et végétaliens, sont bons pour toute personne, quel que soit son âge. Il n'y a aucun risque. Il faut même pour les enfants en bas âge ou les femmes enceintes, il faut simplement faire attention à bien équilibrer son repas, se supplémenter en B12 pour les véganes, c'est tout. Mais sinon, il n'y a aucun risque. Attendez, si vraiment c'était si mauvais, pensez-vous vraiment qu'il y aurait aujourd'hui tant de champions de sportifs, par exemple, qui se mettraient au régime vegan ou végétarien? On a eu dans l'histoire... C'était pas l'objet de ma question. L'objet de ma question, c'était pourquoi ne pas proposer un menu végétarien dans les écoles aux enfants? Vous l'avez dit, Julien, c'est le poids des lobbies. Bien évidemment qu'aujourd'hui, un repas végétarien ou végétalien dans les cantines serait une mesure purement démocratique. Parce qu'il est absolument anormal qu'un enfant ne puisse pas choisir de manger sans viande ou sans poisson. Alors, chacun répondra sur le poids des lobbies. Attendez, Émeric, je voudrais vous montrer un petit extrait. Personnelle. Et par ailleurs, ça réglerait énormément Vous êtes bavard, de Émeric, problèmes. ce soir. Ce n'est pas une nouveauté, vous le savez en m'invitant. Et puis, j'ai beaucoup écouté les autres. Je crois être un peu minoritaire parmi les gens. Vous ne serez pas seul tout à l'heure. Je vais juste terminer là-dessus. C'est-à-dire que si on instaurait enfin en France, ce qui se fait dans énormément de pays, un repas végétarien ou végétalien dans toutes les cantines, cela résoudrait végétarien, je suis d'accord. la question du repas confessionnel obligatoire. C'est-à-dire que tout à coup, tout le monde pourrait se réunir autour de ce repas. Alors, sur le poids des lobbies, chacun répondra. Dans un instant, je voudrais juste que vous regardiez comment les lobbies, parce que c'est quand même ce qu'on peut constater de la viande, ont aujourd'hui infiltré d'une certaine manière les écoles. C'est un extrait de l'œil du 20h qui a été diffusé sur nos antennes il y a quelques mois. Regardez. Pour les plus jeunes, le lobby a conçu ce kit, distribué dans 1500 cantines scolaires. Sur les affiches, leurs animaux sont entiers, mais aussi en tranches. On y trouve ces tatous pour les enfants, parce que je le vaux bien, ou le bœuf, c'est la teuf. Un kit, mais aussi des animations en classe pendant le temps scolaire. Comme le montre cette vidéo, des animateurs payés par le lobby parlent élevage et équilibre alimentaire. Les viandes, c'est bon parce que c'est plein de pro. Les protéines, c'est bon pour les... Paul et Elodie sont 2 parents d'élèves, des parents un peu en colère. Si on m'avait demandé est-ce que les métiers de la viande peuvent venir payer des intervenants pour venir faire une intervention sur l'équilibre alimentaire, je pense que je m'y serais opposé, oui. Ça c'est clair. Depuis 10 ans, la consommation de viande est en baisse. Le lobby tenterait-il de recruter de nouveaux consommateurs? Interbev ne parle que d'équilibre alimentaire.
On est sous des consommations faibles de consommation de viande. C'est pas qu'on veut les augmenter, on veut surtout qu'à un moment donné, on fasse attention de ne pas continuer à les réduire parce que c'est l'équilibre nutritionnel qui va pâtir. Voilà, Véronique Langlais, c'est normal ça qu'on aille expliquer comme ça dans les écoles, moi, déjà, en loose day, je vais vous dire la question, un peu en loose day, qu'on aille expliquer aux jeunes enfants que la viande c'est bon, qu'il faut en manger beaucoup et que ça donne des C'est pas moi qui vais vous dire le contraire parce que moi-même je l'ai fait, pas pour ça, mais pour favoriser mon métier. Moi-même j'ai communiqué pour montrer qu'on pouvait faire ce métier, qu'on pouvait être heureux. Je précise. Mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Mais vous avez fait ça dans des écoles, en milieu scolaire? J'ai fait ça, oui. Dans Il y a également le les cadre... chasseurs qui vont dans les écoles aussi. Mais non, mais moi, je ça l'ai que les lobbies et accès aux jeunes enfants. Ça n'a rien à voir avec un lobby, c'est que... pardon, mais c'est pas du lobby végan. Mais pas du tout. Vous arrivez en fin de troisième, vous cherchez une orientation. Sur la profession, oui, mais sur la consommation de viande, comme on vient de le voir. Je ne l'ai pas encore fait, mais il y a un truc sur lequel je voulais rebondir que ça, vous n'avez pas dit. choque. Donc, laissez-moi parler. Par exemple, vous parliez des cantines. Il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne mangent pas correctement chez eux par souci de moyens ou je ne sais quoi, et qui ont des vrais repas qu'à la cantine. Donc, moi, je trouve tout à fait normal qu'on puisse consommer des protéines tous les jours. Il ne s'agit pas de remplacer un menu végétarien par de la viande, il s'agit de proposer un menu de substitution. De temps en temps, voilà. À ce moment-là, on peut aussi proposer un menu qui ne soit fait que de glace, un menu, enfin, je veux dire. Non, ça c'est pas tout à fait pareil. Bruno aujourd'hui, vous avez n'importe quel chef de cantine a la possibilité de proposer un menu végétarien. La proposition, mais moi, là, je suis pas opposé. Moi, j'ai rien contre les végétariens, oui. Au contraire. Donc, qu'on donne la possibilité, s'il y a de choisir le menu végétarien quand on le souhaite. Mais l'amendement n'était pas celui-là. L'amendement était de rendre obligatoire le menu végétarien. En allant à la cantine. Il faut végétariser. Il faut végétariser. Non, il faut qu'on puisse manger un repas sans viande. Pas tous ensemble. Il faut végétariser. Il faut qu'on soit un peu végétarien pour pouvoir manger moins de viande de meilleure qualité. Non, c'est pas ce que je dis, Perico, et tu le sais très bien. Il faut que les végétariens viennent à notre secours. Ça veut dire que quand on va à la cantine, moi, je veux que bonne qualité. Alors, je veux que si la fille va à la cantine, elle ait le choix et qu'elle puisse manger son repas. On va continuer, s'il vous plaît, à avancer. Les Français sont sensibles. S'il vous plaît, je vous donnerai la parole juste après. Je précisais quand même que mes collègues, parce que j'ai aussi des collègues qui produisent des végétaux, font la même chose. Interviennent aussi dans les écoles. Parce qu'on parle de l'équilibre alimentaire. Voilà, c'est ça l'ambition. Il faut manger de tout. Mais le lobby, ça marche dans les deux sens, bien sûr. Et cette action se fait avec des nutritionnistes. Pas loin, quand même. Donc ça ne vous choque pas? D'intervention milieu scolaire et on a besoin favoriser aujourd'hui, la consommation de viande. Aujourd'hui, c'est créé un fossé entre moi et le consommateur, entre nos pratiques. On a besoin d'expliquer, oui. Et c'est aussi une des missions, d'expliquer comment on fait, faire savoir, faire connaître nos pratiques, faire connaître comment de la vache on arrive au steak. Alors, les Français, on va retrouver Brice Teinturier dans quelques secondes, parce que les Français eux aussi sont sensibles aux arguments de santé. La consommation de viande est en forte baisse, c'est un vrai sujet. C'est ce que nous révèle notre sondage Ipsos Sopra Steria sur le rapport des Français avec la viande. Brice Teinturier nous rejoint. Alors, avant de vous entendre, Brice, bienvenue, bonsoir à vous. Regardez ces visages de stars de Hollywood, de stars françaises. C'est vrai qu'on parle beaucoup du phénomène des régimes végétariens ou véganes. Eh bien, toutes les grandes stars l'ont adopté. Mike Tyson, vous le voyez, vous parliez de sportifs tout à l'heure. Nathalie Portman, Lambert Wilson, Brad Pitt. Est-ce que c'est un effet de mode, avant de vous entendre, Brice Teinturier, sur le rapport des Français à la viande, est-ce que c'est un effet de mode ou une vraie prise de conscience qui va finir par s'imposer chez tout le monde? Perico Légas. C'est une démarche idéologique, c'est une démarche éthique, tout à fait respectable. Je donnerai ma vie pour que les gens qui ne veulent plus manger de viande puissent continuer à ne pas en manger. Je donnerai ma vie pour que les véganes puissent continuer à prôner leur idéologie. Eux, par contre, je ne pense pas qu'ils donneraient leur vie pour que je puisse continuer à manger de la viande. Je suis dans la tolérance totale. On est confronté à une mode. C'est une mode. En fait, c'est une nouvelle forme de contestation. Perico, vous me disiez juste avant l'émission, pour être tout à fait transparent, c'est une lame de fond quand même. C'est une lame de fond, bien sûr. C'est une tendance. C'est une tendance. La consommation de la viande est assimilée à un consumérisme industriel, j'allais dire lié à la société de consommation, on pourrait dire au fric. Bon, et c'est une réaction idéologique, sociale, sociétale à une situation. C'est peut-être un végan qui devrait répondre à cette question. Poser la question de savoir pourquoi il y a plus de véganes à Perico. Très bien. Je trouve formidable. Ah non, si vous repartez pour un tour, on s'arrête là. Ce n'est pas du tout un effet de mode. Perico, ça te plairait, mais ce n'est pas le cas. C'est simplement une évolution de mentalité qui correspond à l'évolution morale de l'humanité. C'est-à-dire que tout à coup, la préoccupation qu'on peut avoir aujourd'hui pour des êtres vivants sensibles qui sont des animaux non humains fait partie d'une prise de conscience qui nous rend
plus humain. Et aujourd'hui, ce mouvement est un mouvement qui va progresser de plus en plus. Un jour, l'humanité, je l'avais écrit dans Nostek en 2003, je disais à l'époque sera végétarienne, mais j'avais été pas assez ambitieux. L'humanité sera végétalienne et végane dans quelques siècles. Qu'en pensent les Français, Brice? On va vous donner la parole. D'abord, est-ce que les Français aussi, comme les stars, se convertissent à ce régime sans viande? Alors, on a aujourd'hui, quand on demande aux Français s'ils consomment de la viande tous les jours ou tous les 2 jours ou moins souvent, etc., 61% de Français qui nous disent consommer de la viande soit tous les jours, quotidiennement, à ce moment-là, c'est 36%, soit au moins une fois tous les 2 jours, 25%, donc au total, 61%. C'est important, ça montre que la consommation de viande, elle reste encore extrêmement importante. Ça montre aussi que vous avez, malgré tout, 39% de Français qui, eux, sont dans autre chose. Et par viande, on disait bien viande rouge, viande blanche ou charcuterie. Ce qui est également intéressant, je crois, c'est que quand vous regardez un peu plus près les résultats, il y a de grandes différences entre le sexe. Si vous êtes un homme, vous consommez nettement plus de viande que si vous êtes une femme. Si vous êtes jeune, vous en consommez aussi beaucoup plus que si vous êtes âgé. Et puis, si vous êtes un ouvrier ou un employé, vous en consommez également beaucoup plus que si vous êtes un cadre moyen ou supérieur. Donc, ce n'est pas qu'une affaire de goût, c'est aussi une affaire de représentation, d'idéologie au sens technique et noble du terme, c'est-à-dire de vision des choses où il y a des valeurs. Ce n'est pas simplement un besoin qu'on satisfait, il y a bien d'autres choses dans notre assiette et dans le rapport à la viande. Avec une tendance qui va en décroissant quand même, les Français consomment de moins en moins de viande. Quelles sont les raisons qui poussent les Français justement à s'éloigner de la viande, Brice? Alors, c'est, je crois, un des aspects les plus intéressants de l'enquête. Ce ne sont pas prioritairement des raisons économiques. On a listé toute une série de raisons possibles et on a demandé à ceux qui consomment de la viande quelles seraient celles qui pourraient le plus les inciter à ne pas en prendre. La première des raisons, c'est ce qu'on a abordé sur la question de la traçabilité. Le manque de traçabilité, le manque de certitude ou d'information sur l'origine. Et il faut revenir quand même au scandale de la vache folle qui constitue un tournant dans le rapport des Français à la viande. C'est là où il se passe quelque chose, où il y a une cassure dans l'opinion qui commence à s'opérer et une demande de traçabilité accrue. Donc 32% des Français nous disent c'est ça qui pourrait le plus m'inciter à renoncer à la viande. Ensuite, vous avez le sentiment que la viande serait mauvaise pour la santé, 28%. Donc les deux cumulés nous montrent bien qu'on est sur des représentations liées à la santé peu ou prou. Troisième élément, des considérations plus écologiques. 28% qui nous citent également le fait que moins manger de viande permettrait de moins polluer la planète à travers les troupeaux, leurs rejets, etc. Et puis très proche, 23% de citations, la question de la maltraitance animale qui est très sensible chez les jeunes. Là, il y a quelque chose qui se joue beaucoup plus chez les jeunes. Et enfin seulement la question des dépenses, la question économique. Donc on voit bien que c'est tout un système de représentation, comme ce débat le montre, je crois, très, très clairement. Alors, on va parler dans un instant de la maltraitance animale. Dernier point peut-être, Brice, concernant les cantines, on l'évoquait à l'instant, est-ce que les Français sont favorables à instaurer des menus végétariens dans les cantines? Oui, 71% nous disent que ce serait une bonne chose qu'il y ait un menu végétarien, ce qui est quand même tout à fait logique quand on voit aussi le chiffre que j'ai donné sur le rapport à la consommation de la viande. Ça veut quand même dire que vous n'avez que 36% de Français qui en mangent tous les jours. Pourquoi serait-il opposé à ce qu'il y ait, pour les autres jours, des menus végétariens? Donc là-dessus, il y a une adhésion de principe qui est assez forte, mais qui se comprend aisément aussi à travers les habitudes alimentaires actuelles. Et les Français sont tentés pour devenir végétariens? Alors on a 41% de Français qui nous disent, on a posé la question, est-ce que vous pourriez devenir végétarien? On a bien dit végétarien, pas végétalien. D'accord. Et 41% nous disent, oui, je pourrais le devenir. 15%... C'est considérable, pardon, mais c'est considérable. Alors, il faut parler de lame de fond, c'est quand même considérable. C'est considérable, il faut un petit peu le nuancer quand même. 15% nous disent oui, sans problème, et les autres, les 26%, oui, mais ça serait difficile. Donc il y a pas de... Le paradoxe français, c'est toujours la même histoire. C'est pas quelque chose de spontanément évident que de passer immédiatement d'une consommation de viande à une habitude qui serait ancrée profondément de végétarien. Bien, merci Brice. Alors la question du bien-être animal, vous l'évoquiez à l'instant, ça fait débat. Les vidéos chocs de maltraitance dans les abattoirs posent la question de la souffrance des bêtes. C'est aussi l'un des arguments des anti-viandes, on l'a entendu, et c'est l'objet du débat. Et c'est avec Bruno Donnet, en images. Alors voilà, bien qu'on nous ait très longtemps copieusement bourré le mou, personnellement, je pense qu'on peut consommer de la viande sans aucun risque. Et vanter les mérites d'une alimentation toujours plus carnée. Vous ne le saviez peut-être pas, mais dans le beefsteak que vous mangez, il y a des protéines. Pour continuer à avoir envie de manger de la viande, il faut avoir le cœur bien accroché.
Allez, coquette, viens. Jugez plutôt. Il y a un peu plus de 20 ans, le bœuf a chopé la vache folle parce qu'un esprit malade a décidé de lui faire avaler de la farine de cadavres d'animaux alors qu'il est strictement herbivore. C'est un peu dégueulasse de mettre des cadavres dans la chaîne alimentaire. Alors, effectivement, on peut penser cela. Effectivement, en effet. Plus récemment, on a découvert que les morceaux utilisés par les industriels pour mitonner leurs fameux petits plats préparés avaient une drôle de tête et qu'en fait de bœuf, c'était déjà de la daube. En mangeriez-vous un plat préparé avec ça? Non. Non, pas du tout. Quand ce n'était pas du cheval. Ça a l'air super bon. V'là pour le bœuf, pendant ce temps-là, un autre ruminant contractait la tremblante. C'est le mouton. Le veau lui poussait à l'aide d'hormones, tandis que les volailles, trop confinées, se refilaient la grippe aviaire. Parle un peu, cocotte. Et que l'on découvrait choqué que les cochons étaient de plus en plus souvent élevés par des porcs. Les cochons sont entassés, ils vivent sur du béton, sans jamais sortir. Alors, les plus sensibles d'entre nous choisissaient donc de se rabattre vers les œufs. Les bons œufs, les yeux fermés. Jusqu'à ce que les vidéos d'une association nous ouvrent les yeux, nous faisant découvrir la taille des cages des poules. Les poules y sont enfermées pour leur vie entière. Jamais elles ne verront la lumière du jour. Alors tout cela est écœurant, peut-être, mais si de tels scandales ont pu se développer, c'est parce que pour pouvoir manger toujours plus en payant toujours moins, nous avons, nous, les êtres humains, accepté d'alimenter ce système. Elle est pas belle la vie. Et le gros problème, pour les animaux, c'est que nous sommes 7 milliards sur la planète. C'est quand même dommage pour les animaux de cohabiter avec 7 milliards de cons. Voilà un peu d'humour aussi dans ce débat. Bienvenue Brigitte Gauthier, vous nous avez rejoint. Vous êtes cofondatrice de l'association L214 dont on parle beaucoup en ce moment. On évoquera avec vous dans quelques secondes vos actions et vos méthodes parfois musclées qui font effectivement parfois débat. Peut-être un mot, Perico Léga, sur ce qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'on est cruel avec les animaux? C'est une réalité, ça qu'il faut entendre aujourd'hui? J'entendais Brice Teinturier qui nous rapportait ce sondage et qui disait qu'un grand nombre de Français étaient sensibles à cet argument de la cause animale. Les voyous mercantiles qui se font du fric sur l'industrialisation de la consommation font du mal aux animaux sciemment. Les images terrifiantes qu'L214 a révélées, heureusement qu'elles ont été révélées, parce qu'on a pris conscience de la monstruosité de la filière des abattoirs dans une logique industrielle. Et je ne rendrai jamais assez hommage à votre courage, même si ensuite on peut diverger. Grâce à vous, moi j'ai modifié ma consommation de viande parce que je n'imaginais pas, je savais qu'il y avait des excès quelquefois. Grâce à L214, on a vu que c'était une barbarie. Pourquoi attendez. Mais non, mais je comprends pas. Puisque tu dis que ce que montre Brigitte, ça n'est que dans l'élevage industriel. Or, tu dis que toi, l'élevage industriel, tu n'y touches pas. Donc, je comprends pas. En quoi ça peut servir? Alors, on va laisser chacun parler sur cette question. Toutes les images que L214 a montées sont absolument essentielles à l'information du consommateur. Et plus il y aura de végétariens, plus les gens qui mangent de la viande pourront en manger de bonne qualité et moins cher. Voilà. Bruno Dufayet. Nous sommes amenés à quoi? Bruno Dufayet. Moi, je vais retourner la question et je vais vous la poser à vous. Vous êtes un journaliste sérieux. Et à votre avis... Je vous remercie, c'est un compliment. Non, mais oui, tout à fait, oui. C'est ça l'élevage français pour vous? Là, on vient d'avoir le reflet de ce qu'est l'élevage en France, franchement, à votre avis? C'est ça l'élevage français? Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Les poules élevées sur une feuille à 4, c'est une réalité. Les vidéos de madame la castration des réalités condamnables. C'est une réalité. Je suis tout à fait d'accord, c'est condamnable. Je vous demande si c'est ça l'élevage français pour vous. C'est une partie de l'élevage français qui aujourd'hui pose. C'est la majorité donc de l'élevage français pour vous? C'est pas ce qui a été dit. Ça n'est pas ce qui a été dit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Entre 60 et 90%. On va parler chacun notre tour, vous inquiétez pas. Chacun votre tour. Mais moi, en tant qu'éleveur, je suis agronome, j'ai suivi des élevages quand j'étais à la Chambre d'agriculture hors sol. Il faut savoir que ces conditions-là, c'est-à-dire la claustration, le hors sol, la privation de liberté, pour les poules pondeuses, c'était 95%. Maintenant, effectivement, c'est le plein air qui a le vent en poupe. Non, mais c'est toujours 69%. 60, je vais donner les chiffres parce que monsieur m'a posé des questions et m'a pris à partie d'une certaine manière avec 69% des poules pondeuses sont enfermées dans des cages d'une taille de feuille A4. 95% des cochons vivent dans des box à peine plus grands que 95%. C'est ça la réalité de l'élevage aujourd'hui. En France, c'est ça la réalité de l'élevage en France. Et c'est le porc, le jambon blanc que les gens mangent tous les jours. Alors, Véronique Langlais, s'il vous plaît. Véronique Langlais. Chacun son tour. On m'a piqué mon téléphone, mais j'aurais pu vous montrer ce que moi je vends, parce que je l'ai sur mon téléphone. Moi, je ne suis pas sur des élevages que vous citez, parce que je suis sur des cochons qui sont bien traités. Je peux vous citer des noms
que je ne citerai pas parce que ça leur ferait de la pub, qui sont dans le sud-ouest, qui travaillent très bien, des cochons noirs de Bigorre et d'autres. Donc on va parler sur les élevages. Du coup. Voilà. Non, on ne parle pas d'exception, mais il faut aussi montrer ce qui va. Il faut aussi parler de ce qui va. 95%. Brigitte Gauthier, quelle est la réalité aujourd'hui de l'élevage en France? Est-ce que c'est ce qu'on vient de voir ou est-ce que c'est ce Alors moi, qu'évoque monsieur? j'étais en train de rentrer dans le plateau, donc je n'ai pas vu exactement. Mais la réalité de ce qui est aujourd'hui sur l'élevage en France, on est à plus de 80% des animaux qui sont détenus en élevage intensif, sans aucun accès à l'extérieur, avec des mutilations pour pouvoir les garder dans les conditions dans lesquelles on les tient. Les poules, on coupe les becs, les cochons, on coupe les queues, on lime les dents. Il y a aussi la castration à vif qui est là pour le goût du consommateur. Donc on est vraiment sur ces conditions-là. Et on continue de faire augmenter la taille des élevages en France. On a, sur les élevages bovins, on a l'élevage des 1000 vaches dans la Somme. On a l'élevage des 1000 veaux dans la Creuse. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'espace dans la Creuse. Donc voilà, on est vous dites encore que l'élevage et les conditions d'abattage aujourd'hui en France sont cruelles. De toute façon, clairement, et quel que soit le mode d'élevage, quel que soit le mode d'abattage, la finalité, c'est quand même de tuer les animaux pour les manger, donc de les priver de ce qu'ils ont de plus précieux, de leur vie. On les fait naître exprès pour les tuer à la fin. Alors après, ça peut être plus ou moins pire, les conditions d'élevage, en fonction de là où ça se passe. Les conditions d'abattage, c'est les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pistolet à tige perforante, c'est électronarcose, donc électrocution des animaux pour leur faire perdre conscience, c'est asphyxie au gaz ou alors c'est abattage sans étourdissement. Enfin voilà, choisissez votre méthode de mort, quoi. Il n'y a aucune mort qui est douce pour les animaux. Mais même pas dans la nature. Là, par contre, Brigitte, vous oubliez, c'est que les animaux dans la nature, moi je suis éleveur, oui. Je mets des animaux aussi à l'abattoir, donc j'y fais attention parce que j'ai sélectionné des abattoirs justement qui prennent en compte vraiment le respect de l'animal. Voilà. Mais quand vous dites ça, vous ignorez et vous oubliez que les animaux dans la nature finissent mal. C'est-à-dire quand ils peuvent plus se déplacer pour manger, moi j'en suis témoin régulièrement, eh bien ça devient une vraie galère et ils souffrent pendant une semaine. Mais les hommes aussi finissent mal pour beaucoup d'entre eux. Non, ce n'est pas parce que dans la nature, en effet, les animaux peuvent avoir une mort un petit peu douloureuse qui s'étale, ce qui arrive aussi aux hommes, qu'on doit les tuer au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. Émeric Caron, on est sur la question des abattoirs et de leur fonctionnement aujourd'hui en France. Vous avez raison. Je permets quand même de contre-argumenter. Je voudrais qu'on donne la parole à Monsieur Mauricio Garcia Pereira. Bienvenue. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir été patient d'écouter les uns et les autres argumenter sur ce plateau. Vous faites partie de ceux qui ont décidé de parler, de briser, dites-vous, l'omerta. Vous racontez votre vécu dans un livre, Ma vie toute crue, c'est aux éditions Plomb. Vous avez travaillé plus de 5 ans dans un abattoir et vous dénoncez, parce que vous l'avez vécu et ça a été votre quotidien pendant un certain nombre de temps, vous dénoncez les conditions d'abattage des bêtes. Moi, surtout, ce que je vais dénoncer, c'est surtout l'abattage quotidien des vaches gestantes, des vaches en gestation. Et en gestation, ça veut dire qu'ils attendent. Ils sont en veau à l'intérieur, parfois des petits fœtus, mais formés déjà. On sait si c'est mâle ou femelle, même si c'est que de quelques mois. Et après, il y a des veaux parfaitement formés que, voilà. Et pourquoi vous dénoncez ces conditions d'abattage? Parce que c'est interdit par la loi? Parce que c'est contraire aux pratiques? Tout à fait. Moi, je suis grandi dans une ferme, d'accord, en Espagne, d'accord, et 4-5 hectares quand même. Moi, j'ai vu grandir des vaches, mais des prairies à perte de vue, des cochons aussi. Et moi, ce que je ne comprends pas, comment on peut tuer aujourd'hui des vaches gestantes, des vaches qui vont être maman. Gestation. On tue. En plus, le veau, il est au point de naître. Et qu'est-ce qu'on fait? Le veau, on le jette, on le considère pour le service vétérinaire. Mais pour que chacun comprenne, ce sont des pratiques courantes qui sont normalement interdites par la loi. Tous les jours. Mais... Non, ce n'est pas interdit par la loi. Brigitte Gauthier. Ce n'est pas interdit par la loi. Si serait interdit par la loi, tu aurais porté plainte. À partir de 90% de gestation, les animaux ne sont pas transportables. Donc normalement, les vaches n'arrivent pas à l'abattoir. Maximum. Donc c'est 90%. Et c'est pas une loi, c'est une réglementation. Et c'est la réglementation européenne, sauf que jusque 90% du terme les vaches
peuvent être envoyés à l'abattoir. Et alors on nous dit, oui, les éleveurs ne le savent pas forcément. C'est une insémination artificielle. Pas tout le temps. Donc on le sait. Des fois, elles sont dans des champs. Combien d'animaux sont traités chaque jour, chaque heure dans un abattoir comme celui dans lequel vous travaillez? Moi, je connais l'abattoir de Limoges. Je peux parler Mais combien de bêtes vous traitiez par jour ou par heure? 35, en moyenne, 35 à l'heure. 35 à l'heure. Des bovins, les bovins. On compte les veaux. Donc ça veut dire, vaches, à peu près, si mes calculs sont bons, 1 minute 30 par bête. Même 1 minute. Et voilà. 1 minute. 1 minute 30, voilà, tout à fait. Parce que si on compte l'espace que la chaîne avance, là, c'est à peu près déjà 10 secondes qui sont perdues. Et pardon, mais on peut tuer convenablement une bête sans la faire souffrir en 1 minute ou 1 minute 30? Bien sûr que non. C'est compliqué, là. Compliqué. Bien sûr que non. C'est ignoble, vous dites? La première, il n'est même pas assommée, qu'on est déjà en train d'assommer la deuxième. La première, elle n'est même pas pendue, qu'on est déjà en train d'assommer une deuxième. Et là, le matin, quand on commence à travailler, et entre le matador et le seigneur, ils vont tuer déjà une dizaine avant, qui sont déjà 10 pendus, pour qu'on puisse après remplir la chaîne d'abattage. Qu'il n'y a pas de trous entre poste et poste. Dans des conditions de travail, j'imagine, c'est un autre sujet, mais c'est important de le dire aussi, qui sont effroyables. Il y a le bruit, on entend les bêtes gémir, il y a l'odeur, il y a le sang. On entend le veau qui appelle sa mère et la mère qui appelle le veau. Et comme ça toute la nuit, jusqu'à qu'on tue le veau. Parce qu'ils s'appellent l'un à l'autre. Le veau est en stabulation, il est d'un côté, et la mère, il est de l'autre côté. Et ils s'appellent mou, mou, mou. Et là, jusqu'à qu'on tue. Et pourquoi on tue toujours d'abord les veaux? En premier, on tue toujours les veaux, pour arrêter le bruit qu'ils s'appellent entre eux, quoi. Alors, une fois qu'on tue les veaux, voilà. Peut-être un mot là-dessus, Perico Légas et Bruno Dufayet. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui, en 2018, avec toutes les considérations qu'on sait, avec cette problématique qui tient à cœur les Français du bien-être animal, pourquoi on n'arrive pas à tuer convenablement et sans faire souffrir les bêtes? On est dans un abattage qui est effroyable. Ça, c'est la viande qui est commandée par la grande distribution. Et ce soir, la grande distribution c'est le discours. C'est la grande distribution qui demande des produits pas chers, de qualité inférieure, pour vendre à des gens. Vous savez à qui va cette viande? Donc c'est ça qui justifie le rendement. On parle de la race limousine. On parle de la race limousine. Oui, on parle pas tous ensemble. Non, mais la race limousine n'est pas une référence pour moi du tout. Et nous, on a montré des images de S'il vous plaît, juste finir. C'est la viande bas de gamme, destinée à une clientèle modeste qui n'a pas les moyens de pouvoir payer. Alors, chacun va répondre. Voilà, d'où l'urgence. Brigitte Gauthier, s'il vous plaît. Alors, on a montré des images d'abattoirs de taille différente. On a montré notamment le plus petit abattoir de France, l'abattoir du Vigan, qui tuait des animaux en circuit court, certifié bio. Celui de Moléon-Lichard, il avait aussi le label rouge. Oui, mais c'est les animaux qui étaient certifiés bio, pas l'abattoir. Chacun son tour. Pardon. Il n'y a pas d'abattoir bio. Chacun son tour. Laissez finir madame. Merci. Oui, il n'y a pas d'abattoir bio. C'est-à-dire que tous les animaux sont tués de la même façon, qu'ils soient élevés bio ou pas bio, qu'ils soient label rouge, qu'ils soient AOP, AOC, machin. Ils sont tués tous dans les mêmes abattoirs, dans les mêmes conditions, avec des procédés. Mais c'est structurellement, en fait. On est dans une société aujourd'hui où on met à mort des animaux alors qu'on n'en a aucune nécessité. Pour les manger, pour notre plaisir, et c'est tout. Et il n'y a pas guère de distinction dans la façon de la mise à mort entre ce que vous voulez dire qui vont dans les supermarchés, etc., et puis ce qui va chez le petit boucher. Alors, c'est les mêmes. Sur ce point, non, mais sur les conditions d'abattage, Bruno Dufayet, il y a eu une proposition de loi qui avait été déposée sur l'obligation de la vidéosurveillance dans les abattoirs. L'amendement a été rejeté. Franchement, quand on entend ce qu'on entend, on s'en étonne. Comment vous voulez expliquer ça? Que les députés n'arrivent pas à légiférer sur quelque chose qui est, pardon, mais une question de bon sens, qui profiterait d'ailleurs à la filière. Votre première question, c'était est-ce que c'est impensable qu'on ne puisse pas aujourd'hui abattre correctement des animaux? Je dis c'est faux, on peut. Il y en a qui y arrivent. On y arrive. Moi, mes animaux, s'il vous plaît, madame. Je vous expliquerai après. Moi, j'y arrive. Mes animaux, ils vont dans un abattoir et j'ai rien d'exceptionnel, madame. J'ai une exploitation, je suis éleveur, j'ai 55 vaches, j'ai 60 hectares, j'ai l'exploitation moyenne de bovins viande en France. Donc je n'ai rien d'exceptionnel dans mes pratiques. Je ne suis pas un surhomme. Je l'élève comme la majorité de mes collègues. Et mes animaux, ils vont dans un abattoir que je connais, où l'animal est assommé. Il y a un contrôle. D'abord, il y a l'assommage. Là, vous le connaissez aussi sûrement, très bien. L'étourdissement. Voilà, l'étourdissement de l'animal. L'animal perd conscience. Il y a un contrôle pour regarder si effectivement il a bien perdu conscience. Il n'y a
Il n'y a pas de souffrance. Elle est très légère. instantané, C'est-à-dire que vous avez l'étourdissement, c'est instantané. Donc l'animal là, voilà, a perdu, est étourdi. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'on passe à la saignée. Il y a un contrôle par l'opérateur. C'est comme ça que ça se passe. Normalement, dans un abattoir qui travaille très bien. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Et dans la majorité des abattoirs, ça se passe comme ça. Tout à fait. Je ne peux pas laisser dire qu'on n'arrive pas aujourd'hui en France à abattre dans des bonnes conditions. Et on est toujours en train d'essayer d'y améliorer. Et donc, il y a la saignée. Ah non, mais qu'à Limoges, je ne remets pas en cause votre témoignage. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu. C'est pas ça. Mais par contre, Limoges, Pas la majorité des abattoirs. votre expérience, c'est... Pas la majorité des abattoirs qui respectent la réglementation. La majorité des Pas la abattoirs sont majorité des contrôlés. abattoirs. C'est là le problème. Beaucoup d'abattoirs, oui. Beaucoup d'abattoirs, oui, mais pas la majorité. Voilà. Et c'est Pas la aussi majorité. très important pour un éleveur comme moi de savoir que mon animal est abattu dans des conditions qui sont justement telles que je viens de le décrire. Ça fait partie aussi de... Moi, j'élève mes animaux le mieux possible. Je respecte mes animaux. J'ai un devoir de bien les élever. De toute façon, mes animaux, c'est quand on est éleveur, on a un devoir de bien élever ses animaux. Et derrière, j'ai aussi un devoir de faire en sorte qu'ils soient abattus dans les meilleures conditions possibles. Véronique ça, Langlais. je vous le répète, je n'ai rien d'exceptionnel. Ça, c'est ce que font les éleveurs. Véronique Moi, ce Langlais, que je vous vois- y étiez favorable, vous, à la vidéosurveillance obligatoire dans les abattoirs? Faire lyncher. Alors, je vais revenir là-dessus aussi, sur la Moi, vidéo. je suis absolument contre. Pour quelle raison? Je vais vous donner mes raisons. C'est qu'à partir du moment où on met les caméras dans les abattoirs, à ce moment-là, qu'on les mette partout, dans tout corps de métier. On met des caméras aujourd'hui à l'école, on met des caméras dans les hôpitaux, on met des caméras dans la rue, on met des dans caméras les salles absolument d'hôtes, partout. vous avez Pourquoi des est-ce que dans les caméras abattoirs, il n'y aurait pas des caméras de vidéosurveillance? Si c'est généralisé, pourquoi pas? Parce que ça met une pression supplémentaire au personnel. Oui, mais si la loi n'est pas Oui, respectée mais elle est plus et que le subtile, bien-être cette pression-là. animal n'est pas C'est respecté. de la pression positive, celle-là. Ça, c'est Une expérience va être faite d'ailleurs. C'est dans pas une ce- excuse, parce que peut-être- moi, je connais des abattoirs, on travaille avec des abattoirs qui, dès qu'il y a eu les premiers scandales d'images sur les abattoirs, ils ont imposé la vidéosurveillance, et notamment à Surgères, en Charente-Maritime, simplement parce que c'est une décision du patron. C'est-à-dire, il s'est dit, voilà, c'est pas possible. Sous le coup du volontariat, moi je dis pourquoi pas. Eh bien, non, Mais ça peut être salutaire pour la filière, Donc, d'avoir des caméras de ça, vidéosurveillance. c'est très salutaire. Mais ce que Il n'y aura plus de problème de maltraitance. Aujourd'hui, la filière- Ce que je veux dire vraiment là, c'est important, c'est que cette personne-là, qui a pris sur lui d'imposer la vidéosurveillance pour dire il n'y aura plus de maltraitance En relation possible avec ses et salariés. il y aura un témoin. Donc il a imposé à Mais son il faut des abattoir. gens qui Il a visionnent les formé caméras. tous ses opérateurs pendant un mois. Ouais. Et il me disait, eh bien, un mois après, le préfet a voulu le réquisitionner pour faire un abattage halal, c'est-à-dire directement saigné, sans étourdir Je les connais animaux, très bien le c'est-à-dire à l'opposé de la loi. Donc faire souffrir l'animal, ne rien faire de ce qu'on oblige pour que le respect de l'animal soit un minimum. Oui. Vous vous rendez compte, mais là, c'est de la schizophrénie. C'est-à-dire qu'il avait tout fait pour bien faire et après, on lui dit, eh bien, là, pendant une semaine, vous dérogez et je vous réquisitionne. Eh bien, il a refusé. Et comme ils ont eu peur que ce soit médiatisé, eh bien, effectivement, le préfet a lâché l'affaire. Un mot très court de Mauricio, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et sans compter les abattoirs des volailles, moi, on va simplement le nombre d'abattoirs en France de viande à boucher. 163. 256. Si on met dans tous les abattoirs de France des caméras, vous savez combien ça coûte ça? Mettre tout cet pas une argent. question d'argent Mais aussi. attendez. C'est pas cher. Écoutez, avant d'investir des milliards à mettre des caméras, alors qu'est-ce qu'on va faire? Mettre le service vétérinaire. Améliorer les installations. Bah là, il faut des Améliorer les installations et baisser C'est la prévu, cadence. d'ailleurs. Et baisser les cadences. Bien sûr. C'est les grossistes. c'est Et voilà. ça. Voilà, et on Et revient à on la en est question. là. Et on Il n'y a pas revient... besoin de caméras après. Merci Mauricio. On revient à la question des contrôles qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, On est je là. suis totalement favorable à l'installation des caméras. Ça aurait été fait depuis longtemps. Quand il y a eu les premiers Ça sert à scandales rien. révélés par le 214, Ça sert le à gouvernement à l'époque a dit qu'il allait prendre des mesures. Ça sert à rien. Stéphane Foll a commencé, puis bon, il est parti. Oui. Si on ne les a pas mises et si cet amendement a été voté comme d'autres amendements qui ont été rejetés par la majorité, c'est parce qu'il y a des lobbies qui ne veulent pas de caméras. Oui. Mais les lobbies qui ne veulent pas de caméras, c'est pas l'artisan boucher, c'est pas l'éleveur. C'est l'industrie. C'est la non. filière industrielle. C'est la filière On revient industrielle. toujours, je suis Alors, désolé, il y a mais un c'est petit eux peu qui plus- sont... Non, parce que je voudrais juste qu'on s'intéresse sur les caméras, il y avait d'autres sujets. aux actions Non, qui sont c'est pas- aussi menées. Il y a aussi aux le salarié. actions- Ça fait Il y a aussi 15 le minutes salarié. qu'on parle des Surtout sur le caméras. Il y a aussi salarié. le salarié. Ouais. S'il vous plaît, précis. Aymeric, La mais très question, court. je vais faire On peut court. lui dire La question, c'est sommes-nous cruels avec les animaux? Ça fait 15 minutes qu'on parle des abattoirs, des caméras. C'est formidable. J'allais y venir, Aymeric. Attendez, non, juste termine. Non, termine. Et des Un personnes instant. aussi. La cruauté, c'est quoi être cruel avec un animal? C'est par exemple, effectivement, le tuer à 3 ou 6 mois alors qu'il pourrait vivre 15 ans. Oui, c'est cruel. Est-ce que c'est cruel de séparer un veau de sa mère au bout de 2 jours et de créer une immense souffrance
chez ces deux animaux, comme le prouvent toutes les vidéos de séparation entre deux animaux où ils pleurent l'un et l'autre. Est-ce que c'est cruel? Même les meilleurs. Laissez-moi finir. Les agneaux de présalé, par exemple. On va prendre une viande de qualité. Oui. Les agneaux de présalé, ce sont des petits agneaux. Alors, ils sont élevés dans d'excellentes conditions, ça c'est sûr, en plein air, etc. Ils sont tués au bout de 90 jours. Est-ce que ce n'est pas cruel de tuer un animal qui aurait pu vivre 10 ans au bout de 90 jours? La réponse est oui, c'est cruel. En continuant à manger de la viande, quelle que soit la manière dont il est abattu, on est cruel. Alors justement, je vous poserai la question après sur faut-il arrêter tout simplement de tuer les animaux, parce que c'est aussi votre point de vue. Peut-on abattre ces bêtes sans souffrance et dignement? C'est ce que vous évoquez, monsieur. C'est ce qu'affirment de nombreux éleveurs qui revendiquent de nouvelles pratiques plus douces. Lucie Lémar a rencontré l'un d'eux. On regarde. De vert pâturage ou broute, une vingtaine de vaches. Et près de 40 cochons en plein air. Depuis 13 ans, ce Parisien a décidé d'élever des bêtes ici, en Dordogne. Un élevage à taille humaine. Allez Pépette, tous les matins je vais faucher un peu. Je leur remets de la verdure. Une alimentation saine, naturelle, dans cette ferme biologique. Pour Stéphane Dinard, c'est le bien-être de ces bêtes qui prime. Ils n'ont pas besoin d'antibiotiques, ils n'ont pas besoin d'antidépresseurs, et ils n'ont pas besoin de probiotiques pour engraisser, quoi. Moi, ils engraissent à la vitesse qu'ils le peuvent. Liberté et confort animal, mais pas d'illusion. Tout ce petit monde va passer à la broche. Ça, c'est le Vera qu'on avait jusqu'à présent, que j'ai fait castrer, qui lui va finir en saucisse. Et ça vous fait pas mal au cœur qu'il finisse en saucisse? Non, parce que le temps qu'il a été ici, ça s'est très bien passé. Puis moi, j'aime bien les saucisses, donc en plus, ça ne me pose pas de problème de ce côté-là. Car pour se faire quelques grillades, il faut forcément tuer ses bêtes. Et ça, Stéphane Dinard l'assume si bien qu'il a décidé de les abattre lui-même à la ferme, en toute illégalité. Quand on fait un cochon ou un veau, c'est ici qu'on le tue, quoi. On met l'échelle, là, on allonge le cochon sur cette échelle-là. L'éleveur a été traumatisé par ses premières visites à l'abattoir, l'abandon et le stress de ses animaux. Ici, ils me connaissent, c'est moi qui vais les abattre. Et voilà, moi, ça me pose aucun problème. Je trouve que c'est nettement mieux pour eux, il n'y a pas de stress, quoi. Ils sont nés sur place, ils ont vécu sur place, ils vont mourir sur place. Et sans s'en rendre compte. Voilà. Depuis 2008, Stéphane Dinard vend à ses clients la viande qu'il a élevée, abattue et découpée chez lui. Une fois que l'animal il a été tué, éviscéré et tout, voilà, il vient ici, dans la chambre froide. Pour sortir de la clandestinité, l'agriculteur a créé le collectif Quand l'abattoir vient à la ferme. Ils sont plus de 400 éleveurs à l'avoir rejoint. Ah mais là, de toute façon, maintenant, c'est pas que mon combat à moi, je veux dire. Moi, je suis juste un parmi les autres qui a décidé qu'on allait faire autrement. On est nombreux à plus avoir envie d'aller à l'abattoir et à pouvoir travailler différemment au niveau de l'abattage des animaux, quoi. Mais dans cette lutte, Stéphane Dinard a personnellement pris des risques. Aujourd'hui, il est encore en procès et il sait qu'il encourt jusqu'à 6 mois ferme et 15 000 € d'amende. Voilà, Brigitte Gauthier, au-delà du caractère illégal de la pratique de l'abattage à domicile, comme le fait cet éleveur, est-ce que vous dites oui, il y a une prise de conscience intéressante aujourd'hui? Il y a une bonne manière d'abattre ces bêtes et une mauvaise manière plus cruelle? Là, c'est encore... par rapport à la relation qu'il tisse avec ses animaux, c'est une véritable trahison, quelque part. Donc, j'aime mes animaux et de l'autre côté, paf, je vais les tuer. Il ne parle pas aussi des groupes sociaux qui se créent. Quand on tue un animal, en fait, il a créé des relations avec les autres. C'est pas seulement. Vous êtes opposé à tout abattage. Il faut arrêter de manger de la viande et il faut arrêter de tuer les animaux. C'est juste une position éthique. Ce sont des êtres doués de sensibilité, des êtres sentients, donc qui ont en plus, on le sait aujourd'hui, une conscience depuis la déclaration de Cambridge d'éminents neuroscientifiques. Donc on n'est pas en train de couper des patates. D'autre part, c'est des êtres qui manifestent aussi le désir de vivre aussi bien que nous, finalement. Oui. Si nos images, elles ont choqué sur la question des abattoirs, c'est parce que dans le regard de terreur de ces animaux, on reconnaissait des sentiments qu'on aurait pu avoir dans la même position. Alors, ça pose... Ici, on tue des animaux, alors on va les tuer, on va être moins nombreux, il ne va pas y avoir le transport. On pourrait éventuellement dire que c'est un peu moins pire que dans les abattoirs, mais ça reste quand même
privé de vie un Alors, être c'est vrai qui que ne ça- voulait pas mourir. C'est vrai qu'au-delà de la question des méthodes d'abattage, ça pose la question un peu plus philosophique et sociétale de faut-il continuer à tuer des animaux? Ça pose la question de l'égalité des espèces. C'est vrai qu'on entend beaucoup, parfois chez des véganes ou chez des gens qui sont végétariens, une espèce d'échelle morale qui pose la question en ces termes. Aujourd'hui, si on frappe son chien, on peut être condamné par la loi, mais on peut égorger une vache, c'est normal, sans aucun problème. Perico Légas. C'est un débat philosophique très ancien. Émeric Caron l'a soulevé depuis longtemps, entre spécistes et antispécistes. Est-ce que l'être humain a un statut à part sur cette planète et l'animalité a un autre statut, ou est-ce que nous sommes frères congénères sur la planète, auquel cas, en tant que consommateur omnivore, je serais un prédateur? Oui. J'assume cette responsabilité sociale, culturelle, historique. Je suis omnivore. On peut me dire qu'au départ, je ne l'étais pas, parce qu'on descend des singes fructivores. Je suis omnivore, ça fait partie de ma nature, et j'estime que l'être humain est devenu humain par la consommation de viande, par la prédation, par la chasse. Je veux moraliser, je vais vers l'ouverture de conscience qu'a apporté ce débat. Mais je continuerai à consommer de la viande, c'est-à-dire que je considère que les animaux d'élevage sont là, ils sont élevage pour être sacrifiés. Ils font vivre l'éleveur, ils font vivre le boucher, ils me nourrissent, et j'ai besoin de cette alimentation pour être ce que je suis. C'est un choix peut-être culturel. Et je respecte ceux qui ne veulent plus manger de viande. Les véganes, je précise, c'est pas seulement pas manger de viande, pas de laine, pas de cuir. C'est-à-dire aucune atteinte au règne animal. On le respecte, je les respecte. Émeric Caron, je suis un salaud parce que je porte une ceinture en cuir. Non, mais tu as tort. Mais c'est pas un jugement, de dire on n'est pas en train de trier d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. On est en train de poser ça quand même. On est en train de poser une question morale. On pose question sur des pratiques. C'est pas le tout de dire que les abatteurs, on n'a jamais jugé les gens qui travaillent dans les abattoirs comme étant des salauds. Des animaux. S'il vous plaît, chacun son tour. Des animaux qui sont hors sol. Alors je vous pose la question, Émeric Caron. Je vous pose la question, Émeric Caron. Pourquoi vouloir empêcher les humains qui sont omnivores de manger de la viande? Omnivore, ça veut dire pas manger plein de viande, mais manger aussi un peu de viande. Ça existe depuis des millénaires. D'abord, en décrétant que l'humain, pour être complètement humain, doit manger de la viande, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, hein, vous excluez de la sphère humaine une bonne partie de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a à peu près aujourd'hui la moitié de l'humanité qui ne mange pas de viande et qui s'en porte très bien, ne porte pas de viande pour des raisons économiques ou culturelles. Et on mange de la viande. Et alors, vous voyez, ils sont tout à fait aussi humains que vous et moi. Je pense même qu'ils sont plus humains que les mangeurs de viande pour un certain nombre de raisons et des raisons morales notamment. Quant à savoir si l'être humain est une espèce à part, oui, c'est une espèce à part. C'est une espèce animale. Non, on est un animal. Nous sommes des animaux parmi tous les autres animaux et nous avons nos spécificités. Et parmi nos spécificités, la plus importante d'entre elles est sans doute d'avoir un sens éthique et moral plus développé que chez les autres espèces. La morale n'est pas absente du monde animal en dehors de l'humain. Elle existe aussi chez nos espèces, même chez le rat, on l'a démontré. Mais en tout cas, l'éthique est tellement développée chez l'homme qu'elle fonde notre société, nos sociétés, parce qu'il n'y en a pas qu'une, nos modèles de société, puisque nos lois, nos règles, que sont-elles si ce n'est des jugements moraux, des règles morales qu'on s'impose les uns aux autres. Le fait que nous ayons, nous, notre capacité à fonder nos actes sur de la moralité, sur du bien ou sur du mal, nous oblige, nous humains, à une responsabilité tout à fait particulière à l'égard du reste du vivant. Et aujourd'hui, à une époque où l'être humain a acquis cette capacité qu'il n'avait jamais acquise jusque-là, de vie et de mort, de pouvoir de vie et de mort sur l'ensemble du vivant, eh bien, cela lui confère également une responsabilité supplémentaire qui est celle de prendre soin du vivant. On ne devient adulte que lorsque tout à coup on prend soin des plus faibles. Lorsqu'on prend soin. Alors un peu de philosophie. Nous devons aujourd'hui, à partir du moment où nous n'avons pas un peu de philosophie en fin de soirée sur France 2, ça fait du bien. Merci Émeric Caron. Il a raison. Nous n'avons pas besoin. Mais ça veut dire qu'il faut libérer les animaux, les mettre en plein air dans un premier temps. Vous avez raison, c'est exactement ça. Qu'est-ce que vous répondez aux gens, parce que c'est une petite musique qu'on entend parfois, c'est vrai que c'est inhumain aujourd'hui de tuer 3 millions, je crois, de bêtes par jour pour se nourrir. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là ? Sans compter les poissons. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là ? Eh bien que une vie, ça a de l'importance, et donc qu'un animal se donne en nourriture à un homme, ça a un sens aussi. Il se donne pas. Ça veut dire que les mots la consommation doit se faire avec conscience. On doit avoir un respect vis-à-vis de l'animal, savoir qu'on consomme une vie, mais tu coupes une salade.
on s'aperçoit aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que les végétaux ont une sensibilité. Donc on peut la sensibilité des végétaux, je vais répondre à cet argument tout de suite. Ça, on peut pas. La sensibilité des végétaux n'a absolument rien à voir avec la sensibilité animale. Tout le monde vivant. Chacun son tour. Que faites-vous de la chaîne alimentaire, Aymeric Caron? Allons jusque-là. Que faites-vous de la chaîne alimentaire et de l'environnement? Parce que libérer les bêtes demain, ça pose des questions de l'environnement. Parce qu'on n'en a pas encore parlé pour l'instant. Sur la chaîne alimentaire, d'abord, il est faux de dire qu'il n'y a que des proies ou des prédateurs, sauf dans ce cas-là à inclure le monde végétal et considérer que la laitue est une proie également. On peut effectivement faire des choses comme ça. Mais il y a beaucoup d'animaux qui ne se nourrissent pas d'autres animaux pour vivre. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas faire pas de cette catégorie d'animaux qui n'en mangent pas d'autres. Herbivores. Donc, non, il y a des catégories d'herbivores. Moi non plus. On ne brise pas la chaîne alimentaire parce que dans ce cas-là, c'est terrible. Il veut que je sois sauf que l'humanité, je vais être une mauvaise nouvelle pour toi, Perico. L'humanité ne va pas s'arrêter à Perico Légas. L'Homo sapiens va continuer à évoluer. Grande nouvelle ce soir. Tu sais très bien, que par exemple, l'homme, puisque tu aimes te référer aux règles naturelles, tu sais très bien que l'homme, par exemple, n'est pas fait originellement pour consommer du lait et des produits laitiers une fois qu'il est devenu adulte. J'étais pas là. À l'époque, toi non plus. Alors, on s'écarte un peu de notre sujet. Parce que vous parlez de chaîne alimentaire, vous parlez de biologie. Je vous parle également et d'environnement. Par exemple, vous savez que parce que nous n'avons pas besoin de viande pour vivre, pas plus que nous ne devrions aujourd'hui consommer des produits laitiers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne supportent pas les produits laitiers. Je ne veux pas vivre dans ton monde. Alors, s'il vous plaît. Ça fait un certain temps que vous parlez. S'il vous plaît, Aymeric Caron termine. Il y a des étapes. S'il vous plaît, monsieur. Aymeric Caron termine. Il y a quand même des étapes à respecter avant. C'est-à-dire qu'avant de dire qu'on va supprimer, de tuer tous les animaux, il faut déjà commencer par réduire tous les animaux qui sont en claustration et qui sont en élevage industriel. De toute façon, parce que vous n'allez pas passer d'un système où il y a des milliards d'animaux qui sont dans les élevages industriels. Qu'est-ce que vous allez en faire en attendant? Alors c'est très simple. On parle de phase de transition. Chacun son tour, s'il vous plaît. Sinon personne ne comprend rien. L'idée, c'est qu'on ne produit plus les animaux pour s'en nourrir, donc on n'a pas la question de savoir où on va les mettre. On va faire une réduction progressive. Vous savez, l'idée n'est pas... Si les véganes, imaginez que les véganes n'arrivent au pouvoir demain. Vous n'allez pas dormir de la nuit, vous n'allez pas dans une semaine. Cauchemar. Ça veut bien dire qu'on va continuer à tuer des animaux, donc il faut quand même se donner... Il faut se donner... S'il vous plaît. Il faut se donner les moyens légaux. Non, mais il faut se donner les moyens légaux de faire des abattages. Mais vous parlez en même temps, personne ne vous entend, s'il vous plaît. Ce que nous souhaitons simplement, c'est bien évidemment arriver vers une transition progressive vers un modèle agricole végétal. Modèle qui prendrait des générations. On n'est pas fou. Si on arrive au pouvoir demain, on ne va pas dire tous les bouchers, tous les agriculteurs au chômage, tous les éleveurs, débrouillez-vous. Non, on va tous essayer de travailler ensemble pour essayer d'imaginer le modèle agricole de demain. Bruno, tous ces animaux, on va arrêter de les produire. S'il vous plaît, chacun son tour. Messieurs, Bruno Dufayet, est-ce qu'il y a aujourd'hui, parce que c'est aussi une petite musique qu'on entend, et ce débat est là pour nous le montrer, un dictat des véganes aujourd'hui, qui veulent imposer un mode de consommation. Aujourd'hui, le dictat, il est plutôt du côté de la viande, parce que quand on voit justement, on en a parlé tout à l'heure, de la fréquence de présentation de la viande dans les écoles et tout ça, le dictat, il est du côté... Je fais référence aux actions violentes, vous le savez, qui sont menées à Lille, par exemple. On saccage des boucheries, on saccage des restaurants au nom du bien-être animal. Est-ce que ça, c'est normal? Alors, sinon, on y va. Alors, si vous voulez aller sur la violence des actions des véganes, on peut aussi parler de la FNSEA et des manifestations qui vont, parfois, des éleveurs qui vont brûler des maisons sociales agricoles. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'indignation. Je parle des actions qui sont menées au nom des véganes. Alors, nous, on ne casse pas de magasins. Nous, on déplore ce genre d'action. On est opposé à ce genre d'action. C'est peut-être un cas à dire, mais ça me va. À Lille, il y a non, pas du tout. Enfin, voilà, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est on pose des preuves sur la table de ce qui se passe dans les abattoirs, dans les élevages aujourd'hui, pour soulever le débat public, le débat qu'on est en train d'avoir sur la cruauté structurelle du fait même de vouloir manger les animaux, de ce qu'on impose aux animaux. Bon, il n'y a pas de volonté d'imposer un modèle. Bruno Dufayet. On est vraiment sur un modèle non violent, et cette non-violence, elle vient jusque dans nos assiettes. Parce que souvent, on dit oui, je suis non-violent, je suis bienveillant. C'est un peu sectaire quand même. Ça s'arrête au bord de la... Bruno Dufayet. Oui, alors, merci de me donner la parole. Non, mais c'est pas facile. Vous me l'aviez donné, puis c'est Mme Gauthier qui répond à ma place, mais elle a aussi des arguments. Mais juste, moi, je n'ai pas d'ambition à gouverner, comme dit monsieur Caron. Lui, apparemment, il est déjà à vouloir prendre le pouvoir, à vouloir imposer des choses. Non, c'était une petite ironie. Rassurez-vous, je suis candidat à rien. Mais on n'en est pas là, quoi. Enfin, je veux dire, moi, il y a des pensées véganes. Alors oui, ils sont effectivement très présents médiatiquement. Ça, c'est un fait.
c'est comme ça. Mais moi, voilà. Mais on a aussi le droit d'avoir une pensée différente. Moi, je me sens pas... Mais je suis bien dans mes baskets. Hein. Ouais, Et même après ce débat, je suis bien dans mes baskets en tant qu'éleveur. Je sais ce que je fais, je sais comment j'élève mes animaux, je sais ce que je produis comme viande, je sais ce que je mets dans l'assiette des consommateurs français et je suis très bien dans mes baskets. Et puis, il y a la il y a notion... il y a des gens qui ne mangent pas de viande, qui n'aiment pas, qui ne veulent pas manger de viande. Moi, je respecte. Et puis, il y a la notion... Je respecte madame, je respecte monsieur. C'est un mot qui n'a pas été prononcé. Pour plein de gens qui nous regardent. On n'a pas à vouloir imposer quoi que ce soit. C'est un mot qui n'a pas été prononcé, mais pour plein de gens qui nous regardent, la viande, c'est aussi le plaisir. Aussi, c'est aussi le plaisir. Le problème des véganes, c'est le plaisir ne peut pas le plaisir du bon goût. Le plaisir ne peut pas être, puisque vous parliez, vous dites, vous avez mis, on est un peu dans un débat philosophique. Eh bien, en philosophie morale, le plaisir n'est pas un argument de droit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas justifier une action par le plaisir que vous en retirez. Sinon, vous imaginez que bien des criminels, dans ce cas-là, ne pourraient absolument pas être envoyés en prison. Allez, Périgot. Et ce sera encadré par la loi. On a un devoir aussi. Votre seul problème, c'est que vous avez... C'est mon seul, ça va. Non, mais il était là. Vous avez instauré un dogme moral comme une religion révélée. Tout à fait. Vous n'êtes pas dans une démarche sociale ni culturelle, vous êtes dans une démarche qu'est-ce que idéologique. Mais parce que vous comprends pas ce qu'on fait, parce que vous prenez une solution absolue par imposition de votre vision du monde. Nous prenons un progrès moral de l'humanité. Qui te dérange? Je le comprends bien parce qu'il touche tous les lobbies pour lesquels tu travailles. C'est-à-dire que toi, tu vis de la viande, tu vis de l'élevage et de la viande depuis des années. Vous êtes dans l'imposition du dogme révélé. S'il vous plaît. Vous êtes une secte religieuse pour laquelle je me battrai, mais vous êtes une secte religieuse. Alors donc tu es prêt à donner ta vie pour une secte religieuse? Oui, parce que je vous laisse exister, alors que vous êtes pour la destruction du monde auquel vous êtes. Dans la tolérance. Allez, un dernier mot. Parce que vous n'amenez pas des solutions concrètes. On ne vous a pas demandé. Pour améliorer. Non, mais pour améliorer le bien-être animal. Mais non. Bien sûr qu'on le fait. Alors, s'il vous plaît, laissez parler madame. C'est pas concret. Pierre Hénard, laissez parler madame. Là, on nous renvoie, la viande, ce serait le plaisir. Je suis désolée, les véganes aussi ont des repas conviviaux. Eh bien, chacun son plaisir. Respectons-nous. Oui, c'est ça. Et après, là, on pose un problème moral, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir là qui s'obtient au prix de la vie d'un être qui aurait voulu continuer à vivre. Et c'est ça qu'on soulève tout simplement. Eh bien, chacun jugera ce soir à l'issue. Et quand on arrête de tuer des vaches de stand? Nous continuerons à manger de la viande française née à bâtir. On a compris, s'il vous plaît. Moi, je dirais, le mot de la fin, c'est le consommateur qui doit s'informer. S'il vous plaît. Il y a un patrimoine merci, formidable. Merci à tous. Merci d'être venus participer à ce débat très animé. Je disais en coulisses tout à l'heure, quand on parlait entre nous, je disais c'est un débat qui déchaîne les passions. Eh bien, on en a eu l'illustration ce soir. Merci à vous, merci de votre fidélité. C'est la fin de ce débat de questions directes. Merci aux équipes de France 2 et aux équipes de Maximal Production. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau grand débat. Merci, bonsoir.